Bon, Jérôme Pérez. Jérôme Pérez, il est professeur de physique Oui, à l'ENSTA. École nationale supérieure de technique avancée. Et il donne aussi des cours à l'école polytechnique. Oui, à l'école des mines aussi. Et aussi à l'école des mines. Voilà. Bon. Et il a décidé de s'intéresser, il a fait le constat, comme nous tous, qu'il y a des millions, voire des milliards d'étoiles dans la Voie lactée, qu'on a découvert depuis 10, 15 ans des planètes autour de certaines étoiles, que ça permet éventuellement de penser que, puisqu'on en a trouvé quelques-unes, il y a une probabilité, je dis bien probabilité, on n'a pas de certitude, mais il y a une probabilité pour qu'il y en ait beaucoup d'étoiles avec des systèmes planétaires autour. Et dans ces conditions, on peut aussi faire l'hypothèse que sur une ou plusieurs de ces exoplanètes, la vie a pu ou aurait pu se développer. Bon, je pense que faut être très prudent, hein, on ne dit pas que c'est le cas, on peut faire l'hypothèse que. Et peut-être, pourquoi pas, que se soient développées des civilisations semblables ou non semblables aux nôtres. Alors, comment reconnaître tout ça? Comment s'y retrouver? Comment savoir si on a affaire à une civilisation ou pas? C'est tout ce que va essayer de nous enseigner, de nous montrer Jérôme, en décortiquant, en essayant de définir avec des concepts de physique ce qu'est une civilisation, ce qui devrait nous permettre de juger plus facilement, quand on aura éventuellement des contacts, si on est en contact avec une civilisation ou pas. Est-ce que c'est l'idée? Merci. Bonsoir. J'ai plus rien à dire. Allez, merci Bruno. De rien, bon courage. Donc ce soir, on va parler d'un sujet qui intéresse ou qui questionne beaucoup les gens. Et comme je le fais très souvent, hein, j'ai fait des conférences sur la physique, sur les trous noirs, sur plein de trucs, je prends souvent des prétextes comme ça pour parler de physique. Donc on va parler du thème donc, des aliens, si vous voulez, pour faire simple, mais on va essentiellement faire de la physique avec ça, avec ce thème, pour voir ce qui est possible. Et donc le titre c'est « Mais qui sont-ils » Celui-là il fait peur. Hein. En fait, le vrai titre c'est « Mais qu'est-ce qu'ils foutent ?» Parce que, comme le disait Bruno, et puis c'est un paradoxe, le paradoxe on terminera avec ça, c'est Fermi, hein, Enrico Fermi, dans les années, seconde partie du XXe siècle, qui a dit « Mais c'est vraiment étonnant qu'on n'ait pas été en contact avec une civilisation extraterrestre, parce que si on réfléchit un petit peu, tout ce que vous a dit Bruno. » Donc je vais essayer de faire de la physique avec tout ça, et vous allez voir qu'on peut vraiment aborder plein de sujets, à la fois physique, déplacement, galaxies, astrophysique. Enfin, vous allez voir qu'on peut évoquer plein de sujets simplement sur ce thème, et ça permet de poser les choses, c'est ça qui est bien. Alors, d'abord, je vais faire un certain nombre d'hypothèses. Alors, je voulais dire des axiomes, mais comme il y a au moins un mathématicien dans la salle qui me surveille et qui écoute ce que je dis, je ne parle pas d'axiomes, je fais simplement des hypothèses. Donc, ces hypothèses sont au nombre de 3. Une civilisation, ça se développe sur une planète, parce que si c'est un truc qui est complètement éthéré et tout ça, c'est trop compliqué, on ne peut rien dire, en tout cas, j'ai rien à dire là-dessus. Donc moi, je vais faire l'hypothèse, on va parler de civilisation qui se développerait sur une planète. Ensuite, cette planète, elle orbite autour d'une étoile. D'accord ? C'est en général pour ça, c'est ça qu'on appelle en général une planète. Donc on a une étoile, on a une planète, et c'est sur cette planète que s'est développée cette civilisation. Pas sur l'étoile, parce que sur l'étoile, c'est un peu compliqué. Donc dans un premier temps, après, quand ils deviennent très forts, les gars, ils peuvent se mettre dans l'étoile, hein, on verra des exemples. Mais dans un premier temps, on va dire que la civilisation se développe sur la planète. Et ensuite, je vais faire une autre hypothèse, hein, parce que sinon on part complètement en barigoule. Hein. C'est une expression marseillaise. On va faire l'hypothèse qu'on ne peut utiliser que les lois de la physique. Alors, vous pourriez me dire, les lois de la physique, on connaît actuellement.
Et moi, je pourrais vous dire, je ne dis pas qu'on a tout compris en physique, hein, peut-être qu'on n'a rien compris, mais on a un certain nombre de lois qui permettent, vous allez le voir, de faire un certain nombre de choses. Et déjà, avec ces choses-là, vous allez voir qu'on peut quand même parler de ce problème. D'accord ? Et avant de demander qui sont-ils, j'aimerais faire un petit état des lieux sur qui sommes-nous. Parce qu'en fait, on est un exemple de civilisation, même si elle commence à partir un peu en vrille. Ça, c'est pas une expression marseillaise, d'après ce qu'on a pu entendre, et je partage tout à fait ce point de vue. Donc on peut essayer de revenir sur notre histoire à nous. Donc, ça va me permettre de vous montrer un petit peu de physique, de choses qu'on a comprises. On est dans un festival d'astronomie. On a compris un certain nombre de choses sur nous, sur notre civilisation, comment elle s'est développée. Je terminerai par un certain nombre de nos réalisations qui ne sont pas très glorieuses, vous verrez à la fin de cette toute première partie. Et ensuite, on passera à quelque chose de plus qui sont-ils. Alors d'abord, qui sommes-nous ? Alors tout le monde sait que notre civilisation s'est développée sur la Terre, et pas n'importe où sur la Terre, hein, sur ce tout petit machin là, d'accord, qui est ici. Alors les planètes sont à l'échelle. D'accord, mais les distances ne sont pas du tout respectées, sinon il faudrait partir beaucoup trop loin pour qu'on puisse voir quelque chose. Donc nous, on habite sur cette planète-là, il y a toutes ces autres-là, on commence à avoir des modèles assez précis. Je ne dis pas exacts, mais en tout cas, on commence à avoir des modèles qui commencent à rendre compte de la formation de ce genre de truc. Alors ce genre de truc, hein, je ne dis pas exactement de celui-là, parce que celui-là, il est vraiment compliqué. Hein. D'ailleurs, on ne l'a jamais fait venir, c'est Alessandro Morbidelli, pour qu'il nous explique son modèle de Nice, qui est assez compliqué, qui a chamboulé complètement la façon dont on avait de concevoir la formation du système solaire. Mais globalement, au moins au début, on a une petite idée de comment se forme ce genre de choses. Alors, tout d'abord, il faut former une étoile. Et une étoile, au début, c'est quelque chose d'assez banal, hein, et ça se forme, comme disait Hubert, dans une pouponnière d'étoiles. Alors, une pouponnière d'étoiles, c'est quoi ? C'est essentiellement du gaz, essentiellement de l'hydrogène, et sous un certain nombre d'instabilités qui peuvent se produire, notamment l'explosion d'une supernova, c'est la poule et l'œuf. Hein. Vous avez l'explosion d'une étoile, et cette explosion d'étoile, elle va créer quelque chose, hein, elle va créer des surdensités, elle va créer une direction privilégiée, et au bout de ces piliers de la création, comme on dit, eh bien, vont se former des étoiles. Alors, et on a quand même obtenu un certain nombre de choses. Il y a des gens qui ont montré que, en analysant le milieu au voisinage du Soleil, on a pu relever un certain nombre d'éléments qui sembleraient montrer, hein, alors c'est une publication, il faut en discuter, hein, qu'on a trouvé la mère du Soleil. Alors elle s'appelle Coatlicue, alors je n'ai pas trop l'accent maya, hein. C'est la mère du Soleil en maya, ça serait une supernova de pas très grande masse qui aurait explosé, et cette explosion aurait eu pour conséquence la formation du Soleil. Alors c'est toujours débattu, hein, c'est pas sûr et certain, comme en général en science. Donc on aurait identifié, alors je vous laisse lire l'article, hein, qui n'est pas très vieux, et on aurait trouvé donc la mère du Soleil. Donc cette supernova explose, elle va condenser le milieu interstellaire, et au milieu de ces... alors, c'est pas l'endroit où s'est formé le Soleil, mais c'est quelque chose... En astronomie, on a plein de choses qu'on peut observer, et en essayant de comparer ces choses, on arrive à comprendre que c'est comme ça, on arrive à reconstruire l'histoire. Et donc, au bout de ce filament-là de matière, se forme une étoile, et ensuite, un disque protoplanétaire, une fois que tout s'effondre, se forme, d'accord, avec du matériau qui est éjecté. Et puis, tout ça, c'est des observations, hein. Et puis, un disque protoplanétaire se forme avec des sillons dedans. Et on arrive maintenant à faire des simulations numériques qui arrivent à reproduire comment se forment des tout petits objets qu'on appelle des planétésimaux, qui se forment et qui permettent de former, in fine, des planètes. Donc ça, c'est une simulation numérique, hein, c'est plus une observation. Mais c'est une simulation qui prend en compte plein de paramètres et on commence à croire à ce genre de choses. Donc on voit dans cette simulation numérique se former des petites condensats à partir du disque protoplanétaire, sous l'interaction de la gravité, en prenant en compte les frottements avec le gaz. Enfin, c'est des simulations qui demandent énormément de ressources, hein, et qui permettent de voir comment se forment ce qu'on appelle les planétésimaux.
Et alors l'idée générale, c'est Laplace qu'il avait eue au début du 19e siècle. Et on arrive dans des simulations numériques à former, vous voyez, du début jusqu'à la fin, à former, donc à creuser des sillons, faire se condenser des petits corps qu'on appelle des planétésimaux. Ces petits corps s'agrègent et forment, in fine, des planètes. Et donc, du début jusqu'à la fin, on est parti d'un disque protoplanétaire qui correspond aux observations qu'on peut obtenir par divers instruments. Et ensuite, en mettant une simulation numérique là derrière, et en mettant des équations de l'hydrodynamique qui sont assez compliquées, qui demandent des ressources, mais on peut les résoudre, on peut former un système solaire. Alors, on ne forme pas le système solaire, hein, puisqu'ensuite, ces planètes qui se sont formées ont des interactions, elles migrent, etc. C'est très très compliqué. C'est là que Alessandro Morbidelli propose son modèle de Nice. Dans notre système solaire, on a eu beaucoup de chance dans la présence de deux grosses planètes comme Jupiter et Saturne qui se sont retenues l'une l'autre, ont empêché qu'elles dérivent vers le Soleil, qui aurait été très néfaste pour la Terre, parce qu'elle aurait disparu dans la migration de Jupiter vers le Soleil. Et donc on est resté comme ça, et la Terre s'est formée. Ensuite, à partir du moment où la Terre s'est formée, là on est sur la Terre, et donc même si je ne suis pas un géologue, hein, et là c'est compliqué parce qu'il y a Pierre Thomas qui est en train de me regarder et de surveiller tout ce que je dis. Donc je vais faire un peu le géologue. Alors je ne suis pas géologue, mais j'ai fait un cours sur ce genre de choses, donc j'ai appris ça. Déjà, je le connais depuis longtemps, et donc il m'a expliqué plein de trucs. Et donc je vais essayer de vous expliquer. Alors on en a parlé en plus en plein de moments dans le marathon cet après-midi. Hein. Alice nous en a parlé, enfin plein de gens nous en ont parlé, donc je peux revenir un petit peu là-dessus. Donc l'histoire de la Terre, hein, c'est une histoire qui est très très vieille, 4,5 milliards d'années. Ça ne fait pas très très longtemps hein, qu'on sait que la Terre a 4,5 milliards d'années. Ça fait à peu près un peu moins d'un siècle. Les confirmations les plus récentes, ça a été avec l'étude des météorites. Hein. C'est ça qui a permis de dater la Terre. Pendant très très longtemps, on pensait, hein, il y a un siècle, à la fin du siècle dernier, on pensait que la Terre avait quelque chose comme quelques centaines de millions d'années en utilisant la physique. Et maintenant, en utilisant la physique et les observations, on sait que la Terre a 4,56 milliards d'années. Et donc on décompose cette histoire en néons. Donc le premier, c'est l'AD1, l'Archéen, etc. Et dès que la Terre s'est formée, sa surface ne s'était même pas solidifiée, elle s'est prise dans la gueule la Lune. La Lune qui est venue l'impacter, alors c'était un corps gros, alors vous le savez, hein, puisque vous êtes au festival, donc vous savez plein de choses, hein, c'est un corps gros comme Mars qui est venu impacter la Terre. Alors ça a eu des conséquences assez délétères pour tout un tas de choses, mais ça a eu des conséquences tout à fait profitables pour nous, puisqu'on sait maintenant que la présence de la Lune autour de la Terre stabilise un grand nombre de choses, permet de faire naître des bébés ou pousser des plantes, hein, comme je l'avais raconté dans une conférence. Là, je déconne, hein, ces histoires de croissance, c'est n'importe quoi. D'accord ? Donc la Lune a plein d'influences sur la Terre, notamment les marées. Et une autre influence remarquable de la Lune, c'est qu'elle stabilise l'axe de rotation de la Terre, qui permet de ne pas avoir des variations de cet axe de rotation, qui permet d'avoir une insolation assez régulière à la surface qui est propice au développement d'un certain type d'organisme. Donc on s'est pris la Lune dans la gueule, et puis ensuite la croûte s'est solidifiée, puis il y a eu formation des océans par condensation de l'eau qui était essentiellement dans l'atmosphère, et l'histoire a commencé. On a eu émergence des continents, émergence de la vie, hein, la vie est très très vieille, hein, 3 milliards d'années on va dire. Au début, c'était uniquement des unicellulaires, et puis ensuite, il y a eu des glaciations, hein, on vous en a parlé cet après-midi, hein, pour ceux qui étaient là. Les continents, enfin la tectonique des plaques a fait bouger ces continents, enfin la Terre a eu vraiment une histoire très très grande. Alors on peut même zoomer un petit peu, hein, si on regarde maintenant juste la dernière partie, le phanérozoïque, eh bien on sait que donc c'est le moment où la vie a explosé, une explosion cambrienne, hein. En parler, on a énormément de fossiles là-dessus. Puis les invertébrés, la formation d'un supercontinent, la Pangée, qui en se divisant crée des nouveaux courants. C'est des choses extraordinaires qu'on arrive maintenant à comprendre, à mesurer. Il n'y a quasiment plus d'incertitude sur cette histoire générale. C'est les géologues qui ont fait un travail absolument extraordinaire dans les 50 dernières années.
Puis à la fin, au Crétacé, il y a l'événement, la fameuse extinction KT, dont j'avais parlé, j'avais fait une conférence en 2012 sur la fin du monde. On peut décrire complètement ce qui s'est passé lors de cet impact, et c'est vraiment quelque chose de tout à fait incroyable, l'espèce d'aspirateur géant c'est vraiment incroyable. Et puis ça a laissé la place, avec l'extinction des dinosaures non aviens. Tu as vu Pierre, j'ai dit non aviens. Eh bien ça a laissé la place aux mammifères qui étaient présents et qui ont pu se développer. Et quand on zoome sur la dernière partie, le Cénozoïque, eh bien on a toute l'histoire des 66 millions derniers millions d'années, avec l'apparition de nouvelles espèces de petits mammifères, la séparation de la grande coupure. Il a fait très très chaud. Et très très froid. Je ne vous montre pas les variations climatiques, je vais en parler un tout petit peu tout à l'heure, mais cette histoire de la Terre, on peut mesurer à différents instants, pas au tout début, mais sur une grande période de temps, grâce à des techniques très variées, la température et les concentrations en gaz dans l'atmosphère, et on a une vision très précise de tout ça. On connaît assez bien notre histoire. Et puis finalement, un jour, Lucie et Abel ont décidé de se relever, et ça nous a procuré un avantage évolutif qui nous a permis d'arriver dans l'ère qui nous concerne. Et puis voilà. Donc c'est une histoire qui est incroyable, qui est le résultat de, on va dire, alors la classification géologique, c'est peut-être plus vieux, mais la compréhension fine de tout ce qui se passe. Il reste plein de choses à comprendre, je ne dis pas qu'on a tout compris, mais la grande histoire de la Terre, on la connaît. Et elle est impressionnante, et on s'aperçoit qu'il s'est passé énormément de trucs. Si les dinosaures n'avaient pas disparu, s'il n'y avait pas eu cette glaciation, si on n'était pas sorti de cet épisode boule de neige il y a 600 millions d'années, si ma tante en avait, enfin, il s'est passé énormément de choses, et à la fin on est là. Alors il n'y a aucune finalité dans tout ça, il n'y a pas un désir de quelqu'un, et on s'aperçoit que pratiquement, c'est le hasard, quoi. Ça s'est passé comme ça. Est-ce que ça se repasserait de la même façon dans d'autres conditions un petit peu différentes? On n'en sait rien. D'accord ? Mais on est là, et ce qui est extraordinaire, je trouve, c'est qu'on peut obtenir ces informations en faisant de la géologie, de la physique, des mathématiques, enfin des sciences, et en essayant de débattre de tout ça. Alors la fin de l'histoire, elle est concentrée dans un trait de crayon, mais elle est importante quand même, parce que c'est là où tout s'est emballé. Vous savez qu'on est passé en à peu près 3000 ans, même moins que ça, on va dire 25 siècles, d'un état dans lequel la science n'existait même pas. Pour moi, la science a été inventée par les Milésiens, puisque c'est la première fois que des gens se sont posé la question de se poser des questions, et d'en faire un art de vivre, on va dire. Pour Thalès de Milet, il faut se poser des questions. Il faut chercher à répondre à ces questions sans recourir aux mythes. Et ensuite, quand on a répondu à un certain nombre de questions, il faut organiser ces réponses de manière à obtenir des théories, des modèles. Et à partir de là, à partir de ce modèle milésien pour le fonctionnement des idées, eh bien, le questionnement a convergé très 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 vite vers des choses extraordinaires. Avec le soutien de temps en temps de certains rois, par exemple ce qui s'est passé à Alexandrie, chez les Lagides, la dernière dynastie des pharaons, a permis de faire avancer les choses de façon extraordinaire. Alors, c'est la fondation du modèle géocentré, à la fin des Grecs du Nord, puis jusqu'aux Grecs du Sud, jusqu'à Ptolémée, qui a fait toute la synthèse de tout ça. On a pu obtenir un monde géocentré. On a même eu l'idée du monde héliocentré avec Aristarque de Samos, mais il n'a pas été cru pour des raisons scientifiques. Son modèle a été rejeté, je ne vais pas vous raconter encore une fois cette histoire. Et puis, à force de voir, alors on peut dire qu'il y a eu un grand trou pendant un certain temps, mais bon, à cette échelle-là, c'est même plus un trou. À force de voir, de récolter des observations, eh bien, on a fini par essayer de comprendre, toujours en appliquant cette méthode milésienne, cette méthode grecque. On a des choses et on essaye de les comprendre sans recourir aux mythes. Parce que si vous dites que c'est le Père Noël qui fait tourner les planètes autour du Soleil, vous avez une réponse. Mais si vous n'avez pas le droit à ce genre d'hypothèse, vous en avez d'autres. Et donc Kepler, au début du XVIIe siècle, propose ces 3 lois à partir des observations de Tycho Brahe. Et puis, à partir de ces lois qu'on a vues, donc, il n'y a aucune explication, mais il y a quelqu'un qui va proposer une explication et ça va permettre de les comprendre.
Alors on ne comprend pas très bien pourquoi. La loi de la gravitation universelle de Newton, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais on ne sait pas très bien. C'est un truc qui marche, mais on ne sait pas très bien ce que c'est. D'ailleurs, ça lui a souvent été reproché. Et à partir de là, le ver est dans le fruit, et tout ça va aller en fait très très vite, puisque à partir du moment où on écrit des équations mathématiques qui décrivent le mouvement de tout un tas de choses, eh bien, il va falloir remettre ça un petit peu en forme pour que ça soit facile à comprendre. Et ça, c'est Lagrange qui fait ça en reformulant la mécanique. Vous voyez, c'est 50 ans après Newton, pratiquement. Un petit siècle après Newton. On comprend que la notion de force n'a pas beaucoup d'intérêt en physique, et c'est plutôt les champs. Alors là, c'est parti. Après la mécanique, on découvre la thermodynamique avec mon cher Boltzmann. Puis Maxwell arrive et explique le lien qui existe entre le magnétisme et l'électricité, comprend ce que sont les ondes électromagnétiques, et puis là, c'est fini. On en est pratiquement arrivé au bout, puisque à partir de là, en essayant de comprendre deux petites expériences qui restaient dans les nuages au-dessus du paysage de la physique à la fin du XIXe siècle, on va complètement la révolutionner en inventant la mécanique quantique et la relativité, avec d'un côté, ça va donner, avec les relativités, la relativité restreinte et la relativité générale, ça va donner le modèle standard de la cosmologie, dont vous êtes des spécialistes parce que vous êtes dans le plus grand festival d'astronomie du monde, et on vous a expliqué tout ça dans tous les fils de toutes les couleurs. Et puis de l'autre côté, c'est un petit peu plus compliqué, un petit peu plus technique, mais Aurélien en a parlé hier soir, par exemple. On a un Lagrangien qui décrit complètement le modèle standard de la physique des particules. Alors, comme il vous l'a expliqué aussi, on a un petit problème pour essayer d'unifier tout ça, mais est-ce qu'il faut l'unifier? Enfin, on en est là, je ne sais pas comment, on n'a peut-être rien compris. Et voilà comment, en peu de temps, à la fin de l'histoire, on en est arrivé de quelque chose qui nous dépassait complètement. Mais quand des choses vous dépassent, il faut feindre de les organiser. Je ne sais pas qui est l'auteur de cette citation, mais en tout cas, je la trouve pas mal. On a réussi à produire des modèles intellectuels qui font en fait de nous une civilisation qui comprend un petit peu des choses. Donc on a mis à peu près 25 siècles pour passer en fait de l'épée, de l'arc, de la flèche à la dissuasion thermonucléaire. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est sûrement plus long pour une civilisation qui... vous savez, une civilisation, ça orbite autour d'une étoile. Si l'étoile en question est double, si au lieu d'avoir un soleil, on en avait deux, ça serait sûrement plus compliqué, parce que les orbites des planètes, vous avez compris que ce qui a permis de comprendre et de construire la physique, d'une certaine manière, ce n'est pas uniquement ça, mais en grande partie c'est ça, c'est l'observation du ciel. Et le ciel, quand vous êtes sur une planète qui orbite autour d'une étoile simple, le ciel il est simple. Le mouvement des étoiles dans le ciel il est simple. On l'a compris dès les Grecs, alors ils n'avaient pas le bon référentiel, mais on a produit des modèles qui étaient assez en accord avec la réalité. Les modèles épicycliques de Ptolémée ont permis pendant très longtemps de prédire les éclipses, et ça marchait très bien. Parce que c'est un système qui est relativement simple. Les orbites des planètes autour d'étoiles doubles sont beaucoup plus compliquées dans beaucoup de cas. Et là, vous avez dans le ciel une étoile qui se lève d'un côté, une qui se lève de l'autre, elles repartent en... Enfin, c'est n'importe quoi. Et donc, vous êtes confronté à un ciel qui fait n'importe quoi, et donc c'est beaucoup plus difficile de le comprendre. Et donc, si c'est beaucoup plus difficile de le comprendre, c'est encore plus difficile de le modéliser. Et donc, c'est pour ça que les gens qui se sont intéressés à tout ça conjecturent que les civilisations qui vivent sur des planètes qui orbitent autour d'étoiles multiples sont mettent plus de temps pour comprendre ce qui se passe et mettent plus de temps pour se développer, si on peut appeler ça un développement. Tout ça est écrit dans un livre, si ça vous intéresse, c'est un livre de Victor Beleski qui s'appelle « Essai sur les mouvements des corps cosmiques », et c'est un essai qui s'appelle « On a de la chance ». Et pourquoi on a de la chance? Parce qu'on orbite autour d'une étoile simple qui s'appelle le Soleil. Donc il a fait un de nos achèvements aussi, qui a été débattu cet après-midi. Il nous a fallu, et ça c'est vraiment un exploit je trouve, c'est un exploit c'est pas un exploit qui est très intelligent, enfin je sais, il n'y avait pas de volonté, je pense. En tout cas on l'a fait, et le faire c'est quand même extraordinaire d'avoir fait ça. En 2 siècles, on a réussi à extraire de la croûte terrestre ce qu'elle avait accumulé pendant 1 million de siècles. Donc le facteur de temps entre les deux, c'est un facteur 1 million. Il y a peu
quand on regarde des choses temporelles, et quand on a un truc qui va 1 million de fois plus vite qu'un autre, c'est pas tous les jours, d'accord ? 2 fois plus vite, 3 fois plus vite, mais 1 million de fois plus vite, c'est quand même rapide. Et donc, ça, c'est ce qu'on vous a expliqué, hein, la formation des carburants fossiles, enfin des choses fossiles qu'on utilise pour produire notre énergie, hein, comme vous l'a expliqué Mathieu Ozano. Le sang de notre civilisation, c'est l'énergie fossile. Eh bien, ce sang, on l'a extrait quasiment en totalité. Hein. Il en reste un peu, comme il vous l'a expliqué, mais on l'a quasiment extrait en totalité en 2 siècles. Donc ça, on peut considérer que c'est une sorte peut-être un achèvement de notre civilisation. Alors, ça correspond à quelque chose qui se mesure, et je ne résiste pas au plaisir de vous montrer cette courbe, parce que d'abord, c'est une courbe qui a été rayée d'un trait de plume par notre ami, pas notre ami, ce président cinglé, là. Et donc, parce que je l'emmerde profondément, je vais vous montrer. Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'il a supprimé l'organisme qui produit cette courbe, où il a viré la plupart des gens qui travaillent à produire cette courbe. Et vous allez voir que cette courbe, je la trouve absolument, alors terrifiante d'un certain côté, mais extraordinaire d'un autre. Elle a une régularité incroyable, elle est inéluctable, et elle nous conduit dans le mur qu'on vous a décrit. Alors pour que ça passe un peu mieux, parce que c'est quand même lourd, hein, je l'ai mise en musique, mais la musique que j'ai choisie, c'est une musique qui fout un peu les boules, donc... bon. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. Donc là, vous avez une carte. Là, vous avez le niveau de CO2 mesuré dans l'atmosphère à différentes latitudes. Vous voyez, donc le point bleu qui est là, ça correspond au point bleu qui est là, c'est l'Antarctique. Le point rouge qui est là, c'est Hawaï. Et donc en 1978, on avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, les 10 points de mesure sur la Terre. Et la courbe que je vais vous montrer, vous allez voir, ça va se mettre à bouger. Et donc on va voir varier le temps. Donc on part de 335, disons. Et vous allez voir bouger cette courbe au fur et à mesure des mesures. Vous allez voir le nombre de points de mesure qui va augmenter. Et vous allez voir la régularité de cette courbe. Je pense qu'il n'y a rien à dire. Cette courbe, il faut la montrer et en faire profiter tout le monde. Ça s'appelle la courbe de Killing. Je vous laisse constater les dégâts. Approche-toi petit, écoute-moi gamin. Je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début y avait rien, au début c'était bien. La nature avançait, y avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué. Regardez la régularité. Des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique qu'il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées. Et tous les éléments se sont vus maîtrisés. En 2 temps 3 mouvements l'histoire était pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer les déserts. Il faut que tu respires. Et le nombre de points là, qui augmente partout sur la Terre. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. D'ici quelques années, on aura bouffé la feuille. Et tes petits-enfants, ils n'auront plus qu'un œil. En plein milieu du front, ils te demanderont pourquoi toi t'en as 2, tu passeras pour un con. Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça. Ouais, d'être plus fort. T'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas. C'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens. Mais y aura plus personne pour te laver les mains. Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais manger des fruits dans l'herbe. J'ai rarement vu des courbes aussi régulières. Des animaux partout dans la forêt. Au début du printemps, les oiseaux revenaient. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Alors ça s'arrête en 2014. Actuellement on en est à 424. C'est demain que tout empire. On est là-haut. Hein. Parce qu'on a rajouté 10 ans. Donc ça continue exactement à monter de cette façon. Et alors quand on va dans le passé, c'est pareil. Au début,
Le pire dans cette histoire, c'est qu'on est des esclaves, quelque part assassins ici, bien incapables. Parce qu'en fait, c'était hyper régulier pendant très longtemps. À moitié défroqué, 100% misérable. Alors voilà, petite l'histoire de l'être humain. C'est pas joli, et je connais. Quand on combattait les ours à main nue pour savoir qui allait être le slip de l'autre, on remplit tous les jours comme une le CO2, on n'avait pas trop d'action. Il faut que tu respires. Et ça peut aller très loin, hein, dans le temps. Ça sert rien de le dire. Et il a fait très froid là. C'est à peine une période glaciaire. Mourir de rire. Vous voyez, on était dans une période interglaciaire. Donc en fait, le problème du réchauffement climatique sera réglé dans quelques milliers d'années, puisqu'on va re-entrer dans une période glaciaire. Donc on va redescendre. C'est les planètes dans le système solaire qui font ça. On sait très bien pourquoi. Mais nous, si on continue, on ne sera plus là pour le voir. Vous voyez, c'est des données absolument incroyables, régulières, qu'on comprend très bien. Alors, on a un petit peu des problèmes, il y a une variation de période là qu'on a un petit peu de mal à expliquer, il y a plusieurs modèles, mais on comprend ça assez bien. Et donc Donald, il est arrivé au pouvoir, il a dit qu'est-ce que c'est que ce bordel, et il a supprimé une grande partie des postes à la NOAA. Quel connard. Donc voilà, ça, même si c'est insensé, déplorable, tout ce que vous voulez, c'est quand même extraordinaire d'avoir été capable de faire ça. Et ce qui est encore plus extraordinaire, c'est d'être capable de le mesurer. Tout le monde sait ça, on le voit. Et quand on le montre à des gens, il y en a qui vous disent ben non, il y en a qui suppriment le truc qui fait cette mesure. Enfin, ça, tout le monde peut comprendre ce qui est en train de se passer, quoi. Alors la corrélation avec la température, elle est aussi directe, hein, mais c'est quand même, c'est simple à comprendre, quoi. Eh ben non, on ne comprend toujours pas. Alors le Soleil, voilà, ça c'était notre histoire. Hein. Maintenant on va parler un peu du Soleil. Le Soleil, on sait aussi que c'est une étoile de notre galaxie. Et qu'on connaît son orbite, hein, donc il est à peu près là, et il fait à peu près le tour du centre de la galaxie en à peu près 200 millions d'années. Alors, chaque année, il y a les Olympiades internationales de physique, tous les lycéens du monde entier se réunissent et passent des examens, et ensuite on fait le classement, et les 5 premiers, c'est 5 Chinois, ensuite c'est un Coréen, ensuite c'est quelqu'un de Hong Kong. Alors c'est normal que c'est les Chinois qui gagnent. Il y a 60 millions de Chinois qui passent le bac chaque année. Ils prennent les 5000 meilleurs en physique, ils les enferment dans une tour pendant 2 ans, et ils leur font une formation spéciale pendant 2 ans, et ensuite ils prennent les 5 meilleurs de ça, et ils les envoient aux Olympiades. Et alors quand on est arrivé, donc cette année c'était nous, donc ça fait 5 ans qu'on le sait, et ça fait 2 ans qu'on l'organise, alors il fallait que ça soit complètement secret et tout ça. Et donc moi, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, tu veux pas faire des sujets pour ça? J'ai dit, bah si tu veux. Donc on s'est réunis et tout ça. Et quand ils m'ont expliqué ça, j'ai dit, je vais vous faire un truc, les Chinois, je vais mettre de la géométrie. Et là, j'étais sûr que Et en fait, donc il y a une partie expérimentale où j'ai fait un truc sur les cratères dans le sable martien. Là, les Chinois, ils ont pas... C'est un Roumain qui a gagné, qui a eu la meilleure note. Et les Chinois, ils ne sont pas très forts. Quand vous leur donnez du sable et des billes, ils n'arrivent pas très bien. Par contre, à l'épreuve théorique, j'avais mis de la géométrie plane, avec des triangles, des angles, des calculs d'angles et tout ça. Je pensais que les Chinois, ils allaient... Et en fait, les 3 meilleurs, c'est des Chinois. Et il y en a un qui a proposé une solution que je n'avais même pas vue. Donc le Chinois, il m'a dégoûté, quoi. Alors, c'était quoi ce sujet? C'est la question qu'on peut se poser, c'est comment on peut obtenir cette image de notre galaxie? Vous n'êtes jamais posé cette question? Nous, on est dans notre galaxie. Comment on peut faire pour en avoir une image? Alors vous allez me dire, c'est évident. On voit plein d'autres galaxies et puis on imagine que notre galaxie elle est comme les autres. C'est vrai. Mais comment on peut savoir qu'il y a un bras qui est comme ça? Parce que ce n'est pas un dessin d'artiste, là. Hein. C'est des mesures. On sait qu'il y a un bras à cette distance. Là, enfin, c'est des mesures. Et donc ce sujet que j'ai fait pour essayer de coincer les Chinois, et ça n'a pas marché, c'était un sujet qui expliquait comment les astronomes utilisent le décalage Doppler à 21 cm pour mesurer la galaxie de l'intérieur. Un sujet extraordinaire que j'ai découvert au Festival de Florence quand Michel Piat était venu nous l'expliquer. Bon, bref, revenons aux aliens.
Donc si vous voulez voir le sujet, vous allez voir sur les IFO et vous allez avoir le sujet en détail. Alors, on est dans une étoile, autour d'une étoile qui est dans la galaxie. Je vous présente nos petites sœurs, nos collègues. Donc le Soleil, il est là. Et là, vous avez la répartition des étoiles proches, disons à quelques dizaines d'années-lumière autour de nous. Voilà l'implantation des étoiles autour de nous. Donc vous voyez que l'unité de longueur, c'est à peu près quelques années-lumière. Si vous êtes capable de faire quelques années-lumière en vous déplaçant, vous êtes capable d'aller voir ce qui se passe sur des étoiles comme Proxima Centauri, Eta Cassiopée, Sirius, qui n'est pas très loin. Donc il y a plein d'étoiles autour de nous. Voilà. Ça c'est pareil, on a un satellite qui s'appelle Gaia, qui a mesuré la position de plusieurs millions d'étoiles, milliards d'étoiles je crois. On a la position, on sait très bien où elles sont, il n'y a plus qu'à y aller. D'accord ? Le problème, c'est le suivant. Alors, vous savez ce que c'est qu'une galaxie, vous en avez entendu parler, mais en fait, je suis sûr et certain que vous n'avez aucune idée de ce que c'est qu'une galaxie. Parce qu'en fait, une galaxie, c'est un truc de malade mental. C'est un truc de cinglé, une galaxie. Alors, pour vous expliquer ce que c'est qu'une galaxie, j'ai fait une comparaison capillo-tractée. Donc, comparaison capillo-galactique. Alors, en moyenne, il y a 100 000 cheveux sur un crâne humain. Alors, pas sur celui de Sim. Vous connaissez Sim. Alors, les vieux connaissent Sim, parce qu'il a bercé notre jeunesse. Mais les jeunes, ils se disent, mais qui c'est ce clown-là ? C'était un mec très gentil qui faisait rire tout le monde dans les émissions de Mariti et Gilbert Carpentier il y a 50 ans. Et donc, lui, évidemment, il n'a pas 100 000 cheveux sur son crâne d'œuf. Mais en moyenne, il y a à peu près 100 000 cheveux sur un crâne d'humain. Et donc, je me suis livré un petit calcul, puisque dans une galaxie, il y a 300 milliards d'étoiles. Combien il faut d'individus pour avoir autant de cheveux que d'étoiles dans une galaxie ? Ce n'est pas compliqué. En fait, il y a autant d'étoiles dans une galaxie que de cheveux dans tous les gens qui sont dans Paris, en comptant les touristes. Paris, c'est une ville très touristique. Il y a beaucoup de gens, environ 3 millions de personnes en permanence. Et bien, si vous avez 3 millions de personnes avec en moyenne 100 000 cheveux sur la tête, tous ces cheveux-là, ça vous donne le nombre d'étoiles qu'il y a dans une galaxie. Donc c'est un nombre qui est grand. D'accord ? Et alors maintenant, on va se livrer à une autre expérience. On va ramener la taille d'une étoile à la taille d'un cheveu. C'est possible, il suffit d'appliquer un facteur de réduction. Donc je ramène la taille d'une étoile, le diamètre du Soleil c'est 1,5 million de kilomètres, je le ramène à la taille d'un cheveu. Je fais un facteur qui va comprimer de 1,5 million de kilomètres à 0,05 mm. Donc c'est une compression d'un facteur 3 × 10^14. Alors la Terre devient un virus. La vitesse de la lumière, c'est plus 300 000 km par seconde, c'est 1 micromètre par seconde. D'accord ? Donc la lumière se meut à 1 micromètre par seconde quand on fait ce facteur de réduction. D'accord ? Et la Terre orbite autour du Soleil à quelques millimètres. Vous avez un truc qui est gros comme un cheveu, la Terre qui est grosse comme un virus, et elle tourne autour du Soleil en un an toujours. Je n'ai pas contracté les durées, j'ai juste contracté les longueurs. À 1 millimètre à peu près autour du cheveu. Ok ? Voilà. Où se trouve maintenant l'étoile d'à côté, les Ralpha du Centaure ? C'est simple, elle se trouve à 133 mètres. Vous avez un cheveu, à 1 millimètre autour, vous avez la Terre, et 133 mètres plus loin, vous avez un autre cheveu. Et donc, tous les 133 mètres, en fait, vous avez une étoile, en faisant l'hypothèse que la répartition des étoiles dans les galaxies est à peu près uniforme. Ce qui n'est pas complètement vrai, mais c'est une hypothèse qui est raisonnable. Alors, qu'est-ce que ça représente avec cette compression capillo-galactique, notre galaxie ? En fait, ça représente l'Europe. En fait, vous allez prendre toute la surface de l'Europe et tous les 133 mètres dans toutes les directions. Alors, j'ai fait un plan. Le plan, et c'est pas un cercle, mais bon, c'est à peu près circulaire, on va dire. Donc là, en Europe, tous les 133 mètres, vous avez un cheveu, et puis entre ces cheveux, vous avez rien. Et quand je dis rien, c'est que dalle. Rien du tout. La densité du milieu interstellaire, c'est quelques atomes par mètre cube.
Et encore, j'exagère, hein, parce que je suis Marseillais. D'accord? Donc voilà ce que c'est qu'une galaxie. C'est un objet qui est incroyablement vide et incroyablement grand. D'accord? La vitesse de la lumière, je vous ai dit, c'est 1 micromètre par seconde. Vous imaginez, vous déplacez à l'échelle de l'Europe à 1 micromètre par seconde, alors que vous êtes la lumière, hein. Vous êtes le truc le plus rapide permis par la physique. C'est tout simplement incroyable. Donc quand on dit, oui, une galaxie, etc., en fait, non. En fait, une galaxie, c'est un truc qui est immense. Et quand je dis immense, c'est parce qu'il y a un mot comme ça qui me vient, mais c'est beaucoup plus que grand. D'accord? C'est un objet absolument incroyable. C'est pour ça qu'appliquer les lois de la physique à l'échelle d'une galaxie, hein, est-ce que les lois de Newton s'appliquent toujours? On est dans un régime d'accélération, par exemple, qui est absolument démentiellement bas. L'accélération que vous subissez actuellement, c'est de l'ordre de 10, c'est 1 G hein, par la Terre, 9,80 mètres par seconde par seconde. L'accélération subie par une étoile dans une galaxie, c'est de l'ordre de 10-8 mètres par seconde par seconde. C'est incroyablement faible. Et donc, on n'a jamais testé la gravité dans ce régime d'accélération. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont proposé une théorie qui s'appelle la théorie monde. Je ne dis pas qu'elle est vraie, hein. Je ne dis pas qu'elle est fausse, elle est un peu boiteuse, elle est un peu bizarre, mais en tout cas, on peut essayer de modifier la physique pour essayer de comprendre la physique des galaxies parce que c'est très compliqué. Et donc, pour voyager à l'échelle d'une galaxie, hein, pour aller voir les aliens ou pour que les aliens viennent nous voir, ben, c'est long, d'accord? Parce qu'une galaxie, c'est grand. Alors, on va faire un petit peu de propulsion avec des fusées. Vous allez voir que, ben, en fait, on peut faire des choses. Alors, d'abord, la fameuse équation de Tsiolkovsky, dont Roland a parlé au début. Donc, vous avez une fusée. Comment ça avance une fusée? Ben, ça avance de la même façon que quand vous êtes sur un fauteuil à roulettes et que vous jetez quelque chose, ben, vous allez au principe de l'action et de la réaction. Et en fait, on peut calculer, c'est assez simple, hein, que pour avoir une variation de vitesse de delta V, eh bien, il faut éjecter des gaz, hein, il faut jeter quelque chose à une certaine vitesse U, la vitesse d'éjection. Alors je dis des gaz, mais ce n'est pas forcément des gaz, hein, c'est de quelque chose. Donc il faut éjecter quelque chose avec une certaine vitesse, et ce que vous allez éjecter, ça va vous faire passer de la masse initiale à la masse finale, et donc la variation de vitesse, ben, c'est ça, c'est la vitesse d'éjection de quelque chose, et ça, c'est la différence de masse, c'est ce que vous avez éjecté. Donc c'est une formule qui est un peu bizarre. Et dans cette formule, vous avez qu'il y a un log. Alors, je ne sais pas qui sait ce que c'est qu'un log. En général, quand vous êtes ici, vous êtes assez fort, vous savez ce que c'est qu'un log. Mais ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un log, ça tue. D'accord? Quand vous prenez le log de... Si vous voulez avoir 1, là, d'accord, si vous voulez que ça vaille 1, et donc avoir un delta V égal à la variation... à la vitesse d'éjection de vos gaz, eh bien, il faut perdre 1/3 de sa masse. D'accord? Si vous voulez avoir 10 fois la vitesse d'éjection des gaz, eh bien, il faut éjecter, faut que le rapport de la masse initiale sur la masse finale, ça soit 20 000. Et si vous voulez avoir 14 fois, j'ai pris 14 parce que j'ai pris un chiffre rond ici, 14 fois la vitesse d'éjection des gaz, si vous éjectez un gaz à 1 mètre par seconde, si vous voulez incrémenter votre vitesse de 14 mètres par seconde, eh bien, il faut que la variation de la masse de la fusée, ça soit dans un rapport 1 million. Le log, ça tue. Et donc, cette équation vous montre que, ben, en fait, pour faire varier la vitesse d'une fusée, ben, c'est très compliqué. D'accord? Parce qu'on n'a pas d'autre moyen avec la physique de faire varier la vitesse. Hein, c'est de la physique très très simple. Hein, et puis, la physique ne permet pas de faire autrement. Alors, vous allez me dire, on peut prendre des grandes valeurs d'éjection des gaz, et puis on peut éjecter beaucoup de masse ici, mais on reste contraint par cette vitesse d'éjection des gaz. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Donc idéalement, il faut se rapprocher de la vitesse de la lumière, parce que si on ne va pas à la vitesse de la lumière, ben on va avoir du mal à traverser des grandes distances. Alors, je ne parle pas des problèmes que ça pose d'aller à la vitesse de la lumière, on verra tout à l'heure. Donc il faut se rapprocher de la vie. Il faut qu'à force de faire des delta V, il faut se rapprocher de la vitesse de la lumière, qui est de toute façon la vitesse limite, dans le cadre de la physique qu'on connaît. Hein. Parce qu'après, si on part dans le décor, on peut raconter n'importe quoi.
Et donc, par exemple, pour s'extraire de la gravitation de la Terre, on doit produire, c'est la vitesse de libération, vous en avez entendu parler, il faut atteindre une vitesse de 11 km par seconde. Et alors pour faire ça, actuellement, on utilise une méthode qui est assez simple. On s'assoit sur une bombe. Donc on met dans une fusée beaucoup de gaz, beaucoup de matériaux qui vont réagir, beaucoup d'ergols qui vont réagir pour exploser et être éjectés par une tuyère. On éjecte dans les fusées comme Ariane 6 5 tonnes par seconde de gaz. 5 tonnes par seconde. Donc ça fait un débit massique. Et puis la vitesse à laquelle on éjecte ce gaz, c'est 3 km par seconde. Et donc avec ça, vous avez la poussée, c'est 15 méganewtons. Et avec un truc comme ça, vous arrivez en quelques minutes à vous extraire du champ de gravité de la Terre. Et là, vous vous retrouvez en orbite autour de la Terre avec une vitesse de l'ordre de quelques kilomètres par seconde. D'accord ? Et vous êtes content. Avec quelques kilomètres par seconde, pour aller faire des visites vers les étoiles proches, vous n'êtes pas rendu. D'accord ? Donc c'est une méthode qui est bien pour aller mettre des satellites ou faire des choses comme ça, mais c'est une méthode qui est complètement nulle. Il ne faut même pas envisager quoi que ce soit dans ce domaine. Les fusées, vous jetez ça. Ça n'a aucun sens pour faire des voyages à l'échelle galactique. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec la physique ? En fait, on peut faire pas mal de choses. Donc si on utilise l'énergie chimique, comme j'ai dit, on mélange des ergols, on obtient une vitesse d'éjection des gaz de l'ordre de la kilomètre par seconde. Et on a les fusées comme Ariane, Falcon, Saturn, Soyuz. On ne peut pas faire plus vite avec du gaz, enfin avec de l'énergie chimique. C'est pour des raisons physiques, c'est pas parce qu'on est nul. Si on fait cette technique, mélange d'ergols, on ne pourra jamais faire mieux que quelques kilomètres. Donc le U qui était dans l'équation, c'est quelques kilomètres par seconde, donc jamais vous allez pouvoir utiliser ça pour voyager à l'échelle galactique, vous oubliez. Par contre, si vous utilisez de l'énergie électrique, donc par exemple, vous allez accélérer des particules dans un champ électrique, là vous pouvez avoir des vitesses d'éjection des gaz qui sont beaucoup plus importantes. Vous pouvez atteindre quelques dizaines de kilomètres par seconde. C'est mieux, mais c'est toujours pas terrible. Si par contre vous mettez un moteur nucléaire, là vous allez pouvoir éjecter un plasma à des vitesses de l'ordre de la dizaine, de quelques milliers à quelques dizaines de milliers, peut-être centaines de milliers dans les cas les plus extrêmes, kilomètres par seconde. Et alors si vous utilisez l'antimatière, c'est-à-dire vous prenez un réservoir, au lieu de mettre deux ergols, vous mettez de la matière et de l'antimatière, vous les faites, et là ça va réagir, ça va vous produire des photons. Donc là, l'éjection, vous allez commencer à atteindre une vitesse d'éjection qui est une fraction de la vitesse de la lumière. Donc voilà ce que permet la physique. Alors pendant un certain temps, après qu'on ait réussi à aller sur la Lune avec des fusées, on a commencé à se poser des questions et quel pouvait être le design de fusées qui pourrait nous permettre d'aller sur les étoiles proches. C'était la grande époque où les mecs, ils avaient des cheveux longs, ils jouaient avec la guitare, on était open space, etc. Et les gens, ils faisaient des trucs cool. Par exemple, vous avez Trifon Tournesol dans les années 50 qui vous propose un moteur qui permet d'avoir 1 G en permanence. Actuellement, vous avez un moteur, vous avez 1 G en permanence. C'est-à-dire, si je prends une balle, je la lâche, la variation de vitesse qu'elle va subir grâce à la Terre, c'est 1 G. C'est-à-dire que chaque seconde, la vitesse de la balle va varier de 10 mètres par seconde, 9,81. D'accord ? Et donc, Trifon Tournesol propose, pour aller sur la Lune, de fabriquer une fusée qui accélère à 1 G en permanence. D'ailleurs, on le voit, il y a Dupont qui met sa canne, il arrête le moteur, et comme il n'y a plus d'accélération, ils se mettent à voler. Vous vous rappelez, c'est le fameux épisode de la boule de whisky, et Trifon Tournesol qui explique, espèce d'idiot, vous regardez ce que vous avez fait, vous avez stoppé le moteur nucléaire. Donc on voit que dans les années 50, les mecs, ils avaient fabriqué des moteurs nucléaires, et qu'avec ces moteurs nucléaires, on pouvait accélérer à 1 G par seconde. Parce que là, actuellement, vous accélérez à 1 G par seconde parce que vous avez la Terre. Et si vous sortez de la Terre, vous n'avez plus la Terre. Et donc il faut quelque chose qui vous accélère à 1 G, fasse varier votre vitesse de 10 mètres par seconde chaque seconde. Et chez Trifon Tournesol, c'est un moteur nucléaire. Alors c'est bien parce que ça permet d'avoir une gravité artificielle, comme dans les sphères dont on vous a parlé le premier soir du Roland et Hugo vous en parlaient. C'est bien 1 G parce que ça permet d'être dans les conditions dans lesquelles on est. Et puis on peut voyager comme ça, tranquille, en buvant du pastis, etc. Ou du whisky, d'accord ? Alors, où est-ce qu'on va en accélérant à 1 G ? En fait, si
vous accélérez, la vitesse c'est gt, et la distance c'est un demi de gt2, hein, ça c'est au programme du bac. Et donc en 3 ans, 5 ans, dans le référentiel de la Terre, hein, vous avez, en 5 ans, vous avez atteint 7 fois la vitesse de la lumière. Mais il y a un problème. En fait, on ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière. Mais c'est parce que cette formule, elle est fausse, ça c'est la mécanique classique. En fait, il faut prendre la mécanique relativiste. Alors si on prend la mécanique relativiste, ça nous tue. Au lieu de continuer là comme ça, on va tendre vers C, d'accord ? Voilà, on va tendre vers C, hein, au bout d'un temps très long, et la distance va finir par croître à peu près de la même façon. Mais ça, c'est dans le référentiel de celui qui est resté sur la Terre. Si maintenant on fait tous ces calculs dans le référentiel de ceux qui sont dans le vaisseau qui accélère à 1G, mais en fait, l'accélération poursuit, les dilatations spatio-temporelles qui se produisent quand on fait de la relativité permettent de résoudre un problème que je donne chaque année à mes étudiants et qui les fait rêver. En fait, on peut obtenir ces valeurs. Vous voyez, par exemple, si vous avez ce vaisseau, hein, le vaisseau de Trifon-Tournesol, eh bien vous pouvez, par exemple, rejoindre le centre de la galaxie qui est à 30 000 années-lumière en 20 ans. C'est pas des conneries, hein. Si vous avez un vaisseau qui accélère en permanence à 1G, vous atteignez le centre de la galaxie en 20 ans, temps fusée. Alors, temps terrestre, c'est 30 000 ans. D'accord ? Et le rapport de masse, c'est 1 milliard. Et ce rapport de masse, il faut l'éjecter à la vitesse de la lumière. Si vous ne me croyez pas, vous allez voir l'exercice qui est là, où vous m'écrivez, je vous envoie le corrigé. Hein. C'est un problème classique de L3, ça s'appelle la fusée relativiste. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on a une fusée qui accélère en permanence à 1G ? C'est un problème de relativité restreinte assez connu. Vous voyez, on peut atteindre l'horizon, hein, l'horizon de l'univers observable, qui est à 15 gigaparsecs, en 45 ans. C'est cool, hein ? Mais le rapport de masse, c'est 2 10 puissance 20. C'est-à-dire qu'entre la masse initiale et la masse finale, il y a un rapport 10 puissance 20, et cette masse, il faut l'éjecter à la vitesse de la lumière. Ça fait des trucs à réfléchir pour les ingénieurs, mais en tout cas, la physique vous dit que ce n'est pas impossible. Okay ? Mais là, vous voyez que le décalage temporel, donc vous, ça vous met 45 ans. Alors bien sûr, il faut penser à décélérer, hein. Mais là, je vous ai mis les calculs avec la phase de décélération au milieu. Donc vous accélérez jusqu'au milieu et puis vous décélérez, parce que sinon vous allez arriver au centre à la vitesse de la lumière et le temps de freiner, d'accord ? Donc vous accélérez à fond à 1G dans un sens, puis au milieu vous décélérez à moins 1G dans l'autre sens et vous arrivez en 45 ans au bord de l'univers observable. Alors, vous aurez un nouvel horizon, hein, puisque vous savez que l'univers observable, vous êtes le centre de l'univers observable. Et donc, quand vous serez là-bas, l'univers observable il sera déplacé avec vous. Bon, c'est un problème qui je vous laisse réfléchir là-dessus. Vous voyez qu'on peut faire des voyages à grande échelle, mais il faut disposer de fusées raisonnables, pas des fusées pourries comme on a actuellement. Il faut complètement changer de stratégie et fabriquer d'autres trucs. Alors, c'est pour ça que ça m'a donné envie de faire un nouveau album de Martine, hein. Partir en voyage à travers la galaxie, c'est pas anodin, d'accord ? Il faut avoir des amis et partir avec eux. Il ne faut pas oublier la lumière et les parapluies. Il faut prendre une valise. Hein. Il faut avoir de solides raisons parce que si vous avez un décalage temporel de plusieurs milliers, si vous vous déplacez loin, vous allez avoir un décalage temporel de plusieurs milliers, voire centaines, voire je ne sais pas combien de millions d'années peut-être. Vous revenez, donc ça vous prend 45 ans, vous revenez, vous avez 90 ans, vous avez fait des enfants en route, etc. Vous revenez, mais quand vous revenez, c'est plusieurs centaines de millions d'années plus tard. Donc les gens, ils ont complètement oublié que vous êtes partis. Il n'y a plus personne, vous avez tout perdu, quoi. C'est un voyage vers l'inconnu. Enfin, c'est pas un voyage, quoi. C'est même pas pour. Donc les gens qui disent en faisant ce genre de, si on applique ce genre de truc pour dire ouais, on va faire la guerre galactique, on va aller là-bas, on va leur maraver leur tronche et tout ça, on va revenir. Non, d'accord. Bon,
outre le problème du 10 puissance 20 là, dans le rapport de masse, imaginez que vous soyez capable de faire ça, vous partez là-bas pour dire, quand vous allez revenir, il n'y aura plus personne. Enfin, je ne sais pas à qui vous allez raconter ce que vous avez vu, quoi. Si tant est qu'il y ait toujours quelqu'un. Mais en tout cas, la physique vous permet d'envisager ce genre de voyage. Eh bien, il y a des gens qui se sont posé des questions sur est-ce qu'on peut classer des civilisations en utilisant la physique et en imaginant que, puisqu'on peut voyager comme ça, on va y aller. Et donc, c'est des sociologues, hein, notamment, c'est un sociologue ukrainien, Kardashev, physicien, sociologue, qui s'est posé la question, est-ce qu'on peut classer les civilisations ? Donc, une civilisation, je vous rappelle, c'est quelque chose qui habite sur une planète, qui orbite autour d'une étoile. Et donc, son idée, ça a été de dire, oui, on peut classifier les civilisations en fonction de la capacité qu'elles ont à produire ou à utiliser l'énergie disponible à partir de l'étoile autour de laquelle elles orbitent. Et donc, ça donne quelque chose qui est... Au moins, on peut parler de quelque chose. On peut poser un cadre, et à partir de ce cadre, on peut recommencer à faire de la physique. Vous voyez ? Je vous ai précisé ce que c'était qu'une galaxie, je vous ai expliqué ce qu'il fallait faire. Je vous ai montré que la physique vous permettait de le faire dans la mesure où vous êtes capable de faire ce genre de fusée qui accélère à un G. Hein. Je ne vois pas comment on peut faire ce genre de truc, mais bon, passons. Pour faire un voyage vers les étoiles proches, peut-être, mais il faudrait commencer à réfléchir à comment on peut faire. Vous allez voir qu'on a commencé. Et donc, cette civilisation de Kardashev est tout à fait intéressante. Alors, d'abord, je vais la préciser un petit peu. Donc, vous avez l'étoile, hein, puis vous avez la planète sur laquelle la civilisation habite. D'accord ? Je fais ça avec une petite maison. Okay ? Et donc, cette planète est en orbite, hein, à une certaine distance. Donc, par exemple, dans notre cas, c'est le Soleil, l'étoile. Donc, on a une certaine distance, 150 millions de kilomètres. Et donc, vous savez que le Soleil rayonne, hein, une certaine quantité, c'est un corps noir, même s'il est jaune, rayonne de l'énergie. Et il en rayonne beaucoup, hein, c'est 4, 10 puissance 26 watts. Et nous, on en intercepte une toute petite partie. Hein. En haut de l'atmosphère terrestre, on a à peu près 1400 watts par mètre carré. En dessous de l'atmosphère, on n'en a plus que 500, dans des bonnes conditions, et c'est avec ça qu'on fait, par exemple, marcher des panneaux solaires. Et donc, le premier niveau de Kardashev, c'est une civilisation qui est capable de produire suffisamment de panneaux solaires pour tapisser toute la planète et récupérer toute l'énergie qu'elle reçoit de la part du Soleil. Alors ça, c'est une civilisation débile, hein, parce que si vous faites ça, vous n'avez plus d'endroit pour marcher, pour planter des choux, etc. Puis en plus, la planète, elle tourne en général, donc c'est un peu con. Enfin bon. Mais simplement pour vous expliquer ce que c'est que ce niveau 1. Donc vous tapissez toute la surface de la planète avec des panneaux solaires de rendement égal à 1, alors que les Chinois, ils font des panneaux solaires avec des rendements égal à 30%. Enfin, les Chinois, il n'y a plus qu'eux qui en font, donc on est obligé de prendre ça. Mais le rendement d'un panneau solaire, c'est 30%. Donc on va imaginer qu'on a des panneaux solaires à 100%, et on tapisse toute la surface de la Terre avec ces panneaux solaires, et on récupère toute l'énergie qu'on reçoit. Ça fait combien d'énergie ? Eh bien, ça fait 10 puissance 17 watts. Enfin, quelle puissance on va récupérer ? Ça fait 10 puissance 17 watts. Alors nous, notre civilisation, là, qui a produit la courbe de Killing que je vous ai montrée, on est où dans cette affaire ? On est combien sur l'échelle de Kardashev ? On verra après. Donc ça, c'est les niveaux 1. Donc vous êtes niveau 1 quand vous êtes capable de récupérer toute l'énergie que vous envoie le Soleil à l'endroit où vous êtes autour de la planète. Alors l'exemple qu'on prend, c'est la Terre et le Soleil. D'accord ? Donc 10 puissance 17 watts, si vous êtes capable de produire et de consommer ça, vous êtes niveau 1 de Kardashev. OK ? Alors niveau 2, c'est quoi ? Vous voyez que là, on en loupe plein. Hein. Toute l'énergie, là, toute la puissance qui est rayonnée partout, on la loupe. Donc niveau 2, c'est une civilisation qui est capable de récupérer tout. OK ? Donc là, ça fait beaucoup plus. Ça fait 10 puissance 27 watts. Donc une civilisation de Kardashev de niveau 2, c'est une civilisation qui est capable de produire ou de récupérer, ou si vous voulez l'utiliser, de toute façon il faut la produire ou la récupérer, 10 puissance 27 watts. Vous voyez, il y a un facteur 10 entre les deux. Et alors niveau 3, c'est quoi ? C'est une civilisation qui est capable de produire ou de générer la puissance de toutes les étoiles de toute la galaxie. Et donc là, on est au niveau 10 puissance 37. Okay ? Donc voilà, c'est juste pour poser les choses. Hein. On peut classifier comme ça les civilisations. Et alors nous, on est à combien là ? C'est facile.
prenez l'énergie, la puissance, l'énergie primaire produite en 2024, vous trouvez dans les bons livres, hein, c'est facile à vérifier, 5, 10 puissance 20 joules. En un an, vous avez 31 millions de secondes, donc pour avoir une puissance, il faut diviser ça par ça, et vous obtenez 1,6 10 puissance 13 watts. Voilà ce qu'on a produit comme puissance en 2024. Donc 10 puissance 13, c'est 4 ordres de grandeur en dessous de 10 puissance 17, donc c'est pour ça qu'on dit qu'on est K0,6. On est Kardashev 0,6. Donc en fait, on est des gros nuls dans l'échelle de Kardashev. Mais c'est quand même pas mal, on n'est pas K nul, on est K 0,6. Et donc quand on est K 0,6, on peut fabriquer des bombes thermonucléaires, on peut fabriquer Trump, on peut fabriquer des armes, voilà, on peut fabriquer la courbe de Killing, on peut... c'est déjà pas mal, hein. Vous imaginez quelqu'un qui est de niveau 1 ? Alors maintenant qu'on a fait ça, on peut se poser la question, de quoi est capable une civilisation de Kardashev de niveau 1 ? Ça c'est facile, hein. Vous avez une puissance à disposition, qu'est-ce que vous pouvez faire avec cette puissance ? Alors en général, si on nous la donne à nous, on va faire plein de conneries, mais on va parler d'une civilisation qui ne fait pas des conneries et qui ferait des choses intéressantes d'un point de vue physique. Qu'est-ce qu'on peut faire si on a 10 puissance 17 watts ? Alors je ne dis pas que ce n'est pas des conneries, mais en tout cas c'est des trucs un peu plus intelligents que Trump. Alors par exemple, je vous en propose quelques trucs comme ça, hein, mais c'est pour rigoler, pour montrer qu'on peut faire des trucs. Par exemple, on peut faire un ascenseur spatial. Alors ça j'adore, moi, l'ascenseur spatial. Vous avez fait un cours là-dessus, hein. Alors je ne sais pas si c'est possible, en tout cas moi j'y crois beaucoup, c'est un truc c'est extraordinaire. Ça permettrait à l'humanité d'aller se promener sur la Lune, non pas pour faire du minage, mais pour aller regarder la Terre, pour aller faire la sieste, pour aller faire des maths, pour aller discuter avec des amis. Là, ça serait cool. Ça nous donnerait une nouvelle chance, quoi. Mais il ne faut pas qu'on reproduise si on va sur la Lune. Là, je viens de passer au journal de 20h de France 24, ils m'ont appelé hier, là, et, parce qu'ils savaient que je faisais une conférence sur les aliens. Et donc ils m'ont appelé, on va en parler, tout ça. Et le mec... donc il y avait le début du journal, et puis après, ils ont fait un petit documentaire pour le lancement. Et le documentaire, c'était la NASA a décidé d'implanter des centrales nucléaires sur la Lune pour aller développer de l'industrie sur la Lune. Et le mec, il me dit « Oh, c'est cool, hein, qu'est-ce que vous en pensez ?» Je dis « Mais c'est complètement... » J'ai pas dit ça à la télé parce que je suis poli, je dis « Mais c'est complètement débile, quoi. » J'ai dit, mais toutes les conneries qu'on a fait sur la Terre, maintenant on va aller les reproduire sur la Lune. C'est pas ça l'idée, hein, l'ascenseur spatial. Alors, l'ascenseur spatial, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, il y a ceux qui ne me connaissent pas, c'est un câble qu'on déploie, d'accord, et qui permet d'atteindre une orbite géostationnaire ou même plus loin, en à peu près quelques heures, quelques jours, disons. Et ensuite, une fois qu'on est là-haut, on a une vitesse qui permet d'aller sur la Lune en quelques heures, 3 heures. Donc vous avez, à partir de l'équateur, en 4 jours, vous montez là-haut, en accélérant à 1G. Donc là, vous avez un spectacle extraordinaire. Vous êtes dans une espèce de cabine avec une centaine de personnes, vous buvez du pastis et vous vous élevez au-dessus de la Terre. Ça ne coûte rien parce que c'est propulsé par des panneaux solaires. D'accord ? Une fois que c'est construit, ça tient tout seul par la force centrifuge. Et ça vous permet d'avoir une vitesse de une dizaine de kilomètres par seconde quand vous êtes là. Et à 10 kilomètres par seconde, si vous allez vers la Lune, c'est-à-dire vous êtes sur le caillou, là, vous courez très fort en direction de la Lune, vous vous jetez dans l'espace et vous avez 10 kilomètres par seconde. Et si vous avez bien visé la Lune, 3 heures après, vous êtes sur la Lune. Alors il faut avoir pensé à avoir un truc pour freiner, hein, sinon c'est pas bon. Et si vous avez ça, vous avez réglé le problème du voyage vers la Lune. Et donc vous allez pouvoir aller sur la Lune pour faire des choses intéressantes. Pas construire des centrales nucléaires, mais peut-être faire des choses pour la beauté du geste, ou pour la réfléchir, ou pour faire tout un tas de choses qui seraient... je ne sais pas. En tout cas, vous pouvez faire ça, si vous êtes Kardashev 1. Des trucs mieux, hein, ça c'est un projet que j'aime bien, qui est assez sympa, et c'est un projet qu'on avait fait dans les années 70. Il y en a plein. Dans les années 70, ils avaient vraiment des idées extraordinaires. Donc c'est le projet Dédalus. Donc c'est une fusée. C'est pas la fusée de Tintin, hein, c'est pas une fusée avec des bombes et tout ça, c'est un truc plus sérieux. D'accord ? Ça fait 100 mètres, hein, là, oui, 100 mètres.
Ça, c'est des réservoirs, d'accord, qui sont remplis de mélanges hélium 3, deutérium, d'accord, et c'est sous forme de pastilles. Et ces pastilles, vous les faites fusionner avec la fusion inertielle, avec des canons à électrons. Et là, vous obtenez un plasma, et ce plasma, vous l'éjectez de la fusée à une vitesse proche de la vitesse de la lumière. Et donc là, la vitesse d'éjection des gaz de ce plasma, c'est quasiment la vitesse de la lumière. Et vous arrivez à des vitesses de l'ordre de 0,12 C en Vmax. Et donc là, en une cinquantaine d'années en temps propre et en 51 ans en temps pour ceux qui sont restés sur la Terre, vous allez rejoindre les étoiles proches. Ce n'est pas un truc délirant. Alors, bien sûr, c'est délirant, c'est un truc mais il n'y a rien de... Il n'y a pas des choses qu'on ne sait pas faire. Hein. Si on n'a pas tout pété d'ici là, dans un certain temps, on aura à Cadarache, à ITER, on aura une centrale à fusion thermonucléaire. La fusion inertielle, on sait déjà le faire. Alors, c'est fabriquer des armes nucléaires, hein, mais la fusion inertielle confinée par des lasers, on sait faire à Bordeaux, d'accord ? Et puis aux États-Unis. Donc c'est quelque chose qui... alors là, il faut le faire de manière un petit peu... Mais disons que si au lieu de dépenser 200 milliards d'euros pour organiser les Jeux Olympiques ou la Coupe du Monde, je ne sais même plus ce que c'était, au Qatar, là, le coût du projet de l'ascenseur spatial, il a été chiffré par la NASA à 100 milliards d'euros. Le coût de ça, je ne sais pas combien ça coûte, hein, mais ça a dû être chiffré. Voilà, c'est pas un truc qui est complètement... c'est... À mon avis, c'est une civilisation. Alors pourquoi je dis K1 ? Parce que maîtriser la fusion thermonucléaire, ça nous ferait devenir K1. Donc voilà. Alors mieux K2. Qu'est-ce qu'on est capable de faire quand on est une civilisation de Kardashev de type 2 ? C'est-à-dire qu'on est capable de produire, d'utiliser toute l'énergie produite par l'étoile autour de laquelle on orbite. Ben là, ça a aussi été imaginé par quelqu'un qui s'appelle Dyson, qui est un peu, à la fin de sa vie, il est un peu parti en vrille. Hein. Mais son idée, c'était la suivante. Vous prenez la matière de Jupiter. Vous êtes fort, hein, vous êtes K2. Vous prenez toute la matière de Jupiter. Alors, c'est dommage, parce que vous n'allez plus avoir Jupiter dans le ciel, hein, parce que vous allez vous en servir. Et puis, vous terraformez Jupiter en faisant des panneaux solaires. Et vous créez une structure autour du Soleil, tapissée de panneaux solaires, et comme ça, vous allez récupérer toute l'énergie produite par le Soleil. Et alors, il a fait plein de calculs dans un article, là, pour rigoler. Hein. Je pense que c'est pour rigoler, enfin, j'espère que c'est pour rigoler. Il a fait plusieurs versions, parce que si vous en mettez partout, ça va trop chauffer, donc il faut laisser des trous un petit peu. Vous n'allez pas récupérer la totalité de l'énergie du Soleil ou de l'étoile. Mais cette sphère-là, elle est en équilibre gravitationnel, c'est-à-dire elle ne s'effondre pas, elle reste là. Elle va tourner un petit peu, puis après, là, vous mettez un fil, par exemple ici, hop, vous le reliez à la Terre, et là, vous récupérez toute l'énergie fournie par le Soleil. Voilà ce que c'est, ce genre de truc. Et ça vous permet de devenir K2. Alors, K2, ça a déjà été proposé dans la littérature de science-fiction. Par exemple, la civilisation, l'Empire, hein, l'ordre, je ne sais même pas comment il s'appelle, cela. Je crois que c'est l'ordre nouveau, je ne sais plus comment. Dans l'épisode 7 de Star Wars, vous avez l'Empire, là, c'est une civilisation de type K2. Pourquoi ? Regardez. Bien, mon général. L'arme est en charge. Vous avez une étoile, une planète, puis ils aspirent l'étoile. Les données recueillies pendant le vol de reconnaissance confirment ce qu'a dit Finn. Apparemment, ils ont créé une arme supraluminique basée au cœur névralgique de la planète. Un canon laser. Il n'existe pas de mots pour qualifier une telle arme. Une arme supraluminique basée au cœur névralgique de la planète. La mort, c'était ça. Et ça, c'est la base Starkiller. Bon, les grosses, c'est après. Une arme de cette taille, c'est absolument incroyable. Ils utilisent la puissance du feu solaire. L'arme se charge de toute l'énergie d'un soleil, jusqu'à ce qu'il disparaisse. Madame. Donc, ils sont K2. D'accord ? Elle se charge de toute l'énergie d'un soleil. Ok ? Alors, je ne recommande pas trop de faire ça. Je ne sais pas ce qu'en pense Pierre.
si on met tout le Soleil à l'intérieur de la Terre, ça va peut-être poser des problèmes géologiques. La masse de la Terre va passer de 10 puissance 24 à 10 puissance 30 kg, assez rapidement, puisque ça a l'air d'être assez rapide. Il charge le Soleil dans la planète. Ensuite, autre point important, il va faire tout le temps nuit. Parce que vous savez que l'alternance jour-nuit sur Terre est due à la présence du Soleil. Donc si vous mettez le Soleil dans la Terre, il n'y a plus de Soleil. Donc il fait tout le temps nuit. Et donc il va faire... alors vous allez pouvoir mettre du chauffage, parce que vous allez récupérer pas mal d'énergie. Mais bon, il va faire froid. Et puis un autre truc auquel ils n'ont pas pensé, c'est si vous aspirez le Soleil, la Terre tourne autour du Soleil. D'accord ? Donc qu'est-ce qui va se passer ? Alors j'ai essayé de poser ce problème d'un point de vue physique. Ça dépend. Ça dépend de comment vous l'aspirez, etc. Mais dans la plupart du temps, la plupart des solutions que j'ai pu résoudre, en fait, la Terre, elle est devenue énorme et donc elle continue tout droit avec une vitesse un peu moindre. D'accord ? Donc je ne conseille pas de faire ça. D'accord ? Je ne conseille pas de faire ça, c'est un peu con. Surtout qu'eux, ils font ça pour buter, qu'ils se déplacent après avec cette planète. Alors je ne sais pas comment ils se déplacent. Alors, vous allez me dire, oui, mais ils ont beaucoup d'énergie, donc ils peuvent utiliser cette énergie pour se propulser, et puis aller devant une autre planète, et là, ils réouvrent le truc qui est aspiré, et puis ils doivent... Enfin, c'est pas précisé dans le film, mais en tout cas, ils sont capables de faire ça. Donc c'est pas parce qu'on est une civilisation K2 qu'on n'est pas débile. Hein. Eux, ils ont l'air un peu justes. Hein. Mais en tout cas, vous avez ici... puis vous avez le mec, il a dit exactement, hein, ils utilisent toute la puissance, tout le feu d'un soleil. Donc c'est une civilisation de type K2. Alors il y a une autre réalisation de civilisation K2 qui est possible. Et celle-là, je l'aime bien, je l'ai déjà montré ici. Hein, et c'est le résultat d'un exercice de relativité générale qui est assez simple, qui a été proposé par Roger Penrose. Et donc, si vous êtes capable de faire ça, si vous êtes une civilisation de type K2, vous êtes capable de fabriquer une étoile, puisque vous disposez de l'énergie d'une étoile. Donc, si vous fabriquez une étoile, disons de quelques dizaines de masses solaires, vous attendez un tout petit peu, ça va devenir un trou noir. Un tout petit peu, quelques millions d'années, ça va devenir un trou noir. Et donc, vous êtes capable de fabriquer un trou noir. Et alors, si vous êtes capable de fabriquer un trou noir, c'est cool. Parce que vous pouvez construire autour de ce trou noir une espèce de coquille, d'accord ? Je ne sais pas, moi, en bois, si vous êtes plutôt écolo, ou en métal, enfin, en ce que vous voulez, hein, d'accord ? En pierre, si vous êtes un peu géologue. Donc, fabriquez une coquille et vous la mettez à une distance telle que la gravité à la surface de cette coquille soit 1 G. On va dire que c'est nous qui allons habiter. Et ensuite, vous construisez des maisons, des trucs là-dessus, là. C'est un truc qui est un peu gros, hein, je n'ai pas calculé exactement, mais c'est plus quelques centaines, milliers de kilomètres, là, d'accord ? Et puis au milieu, vous avez un trou noir. Donc vous fabriquez une civilisation là-dessus. Alors comme vous êtes K2, hein, vous n'êtes pas des péteux, quoi. Donc vous êtes capable de produire l'énergie, vous mettez une atmosphère et tout pour qu'on puisse respirer, fabriquer du pastis et tout, donc tout va bien. Donc vous produisez des déchets. Si vous êtes une civilisation. Par exemple, des déchets nucléaires. Ces déchets nucléaires, vous les mettez dans un conteneur à poubelle. Et l'ouverture de ce conteneur à poubelle est pilotable avec une télécommande. D'accord ? Et donc ensuite, vous jetez votre conteneur à poubelle là. Et puis là, quand vous calculez l'orbite, hein, vous savez faire de la relativité générale, vous savez calculer les orbites et tout autour d'un trou noir et tout ça. Vous avez vu Interstellar. Vous calculez, et puis là, à un moment précis de l'orbite, hein, vous appuyez sur le bouton, le couvercle s'ouvre, et puis vos déchets tombent, franchissent l'horizon du trou noir, parce que l'horizon, il est c'est l'horizon qu'on voit, le trou noir, c'est un point qui est au milieu. Là. Donc, les déchets franchissent l'horizon du trou noir. Ah, je n'ai pas précisé, c'est un trou noir en rotation, comme la plupart des trous noirs, ils tournent, hein, d'accord ? Donc c'est un trou noir en rotation. Et la rotation des trous noirs, ça peut être assez rapide. Hein. Donc vous avez une énergie... I, c'est l'énergie, ça va être un truc, genre la masse fois le rayon au carré. La masse d'un trou noir, c'est plusieurs dizaines de masses solaires. Le rayon d'un trou noir, bon, même si c'est quelques kilomètres, vous mettez ça au carré, ça vous fait une énergie de malade mental pour l'énergie de rotation. Vous avez énormément d'énergie de rotation. Et donc si
vous faites tomber une masse dans vos déchets, donc vous voulez ça retraite les déchets nucléaires. C'est un truc, Marc, il n'y a pas pensé, quand il vous a expliqué qu'on pouvait, au lieu de les enfouir, là, vous les mettez dans un trou noir. Donc, comme vous faites ça par conservation de l'impulsion, vous pouvez calculer que la vitesse à laquelle va se déplacer maintenant le conteneur va être pratiquement celle de la lumière. Avant, c'était, même si ça ne l'était pas, là, ça devient le truc est super accéléré. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a pris de l'énergie de rotation au trou noir. Un tout petit peu. Et vous pouvez calculer la trajectoire qui va suivre. Donc là, vous refaites un trou. Vous avez un trou pour les déchets et un trou pour voir sortir les containers à poubelle vides. Et alors, ce que vous faites là, vous implantez ici un moulin à poubelle. C'est un truc avec un grand mât. Et là, vous mettez un truc. Et le conteneur à poubelle va venir taper la pale du moulin à la vitesse de la lumière. Et donc, ça va faire tourner à fond la caisse le moulin. Et là, vous mettez un alternateur et vous récupérez de l'énergie. Ce que vous avez fait avec cette machine, c'est vous avez extrait de l'énergie de rotation du trou noir. Ça s'appelle une machine de Krasnikov. Ça a été imaginé par Roger Penrose. Je vous laisse vivre Extraction of Rotational Energy from a Black Hole. C'est de la physique. D'accord? Je ne dis pas que c'est pas compliqué à faire. Il faut faire un trou noir, il faut faire une coque, il faut faire des poubelles télécommandables, etc., etc. Mais vous êtes niveau 2 de Kardashev, les gars. D'accord? Donc, vous avez les moyens de faire tout ça. Et donc, la physique vous explique qu'on est capable d'extraire de l'énergie de rotation d'un trou noir. Et cette énergie de rotation du trou noir, vous pouvez vous en servir pour vous propulser à l'échelle de la galaxie. Puisque là, vous avez des moyens. D'accord? Tout ça pour vous dire que la physique permet des choses. Quand vous résolvez des petits... C'est pas le problème, la physique. Il y a plein de gens qui racontent n'importe quoi pour faire des trucs... Non, en faisant simplement de la physique, on peut faire des choses. Alors après, c'est compliqué. Mais allez expliquer à Galilée que dans 4 siècles, les mecs, ils auraient un bout de plastique et ils se diraient « Est-ce que tu as pris du papier cul ?» Ils vous auraient jamais cru. D'accord? Je ne dis pas que dans 4 siècles, on va avoir des machines de Krasnikov, je ne dis pas ça, mais je dis que la physique permet ce genre de truc. Ce n'est pas impossible. D'accord? C'est compliqué, mais ce n'est pas impossible. D'accord? Ce n'est pas niette. Alors, donc les civilisations de type 1, c'est plutôt ce qu'on appelle des civilisations planétaires, possibilité d'explorer avec Si vous fabriquez un ascenseur spatial, vous allez pouvoir accéder à l'espace interplanétaire de façon rapide, et donc vous allez explorer le système solaire facilement, même si on y arrive déjà. Mais si vous êtes de niveau 1, vous n'arrivez pas à voyager à l'échelle galactique. Par contre, si vous êtes de niveau 2, là oui. Et alors si vous êtes de niveau 3, là, je ne sais même pas ce que ça peut faire, un truc de niveau 3. Alors toutes ces civilisations sont capables de s'autodétruire, comme nous, on est en train de s'autodétruire, ou de s'effondrer. D'accord? Donc on passe à chaque fois ou de se prendre une météorite sur la gueule, parce qu'il faut du temps pour faire tout ça, on a vu. D'accord? Donc dans tout le développement qui vous amène à niveau 1, niveau 2, niveau 3, ou alors il faut qu'on vous amène la technologie. C'est ce que dit Maître Gims. Maître Gims, il vous explique que les pyramides d'Égypte, en haut il y avait de l'or parce qu'ils étaient en contact avec... Si vous avez des extraterrestres qui vous amènent la technologie, vous allez économiser du temps, mais bon. Si vous ne faites pas des hypothèses de genre Père Noël, vous faites que de la physique. Bon. Donc, quand vous passez par toutes ces étapes, vous êtes susceptible de vous autodétruire ou de vous effondrer. Alors, maintenant on va parler vraiment des aliens et des observations. Est-ce qu'on a observé des aliens? Alors, il y a plein de gens qui en ont observé. Seulement, la plupart du temps, avant l'observation, ils ont bu 2 ou 3 litres de pastis... ou du whisky, et puis ils racontent des trucs incroyables. Il y a des cas comme ça, d'accord? Par contre, vous avez aussi des gens dont c'est le métier d'observer le ciel tous les soirs, dans toutes les longueurs d'onde et dans toutes les directions, d'accord? Vous avez eu Kumiko qui vous a expliqué qu'elle regardait le ciel dans les ondes radio, on les regarde dans les rayons gamma, on a des satellites, ils font que ça. Tous les soirs. Bon, il y a certains collègues qui sont un peu aux ordres. Si on leur dit « ferme ta gueule », ils ferment ta gueule. Mais
Il y en a d'autres, s'ils découvrent un signal bizarre ou quoi, ben ils vont le dire. Hein. D'accord ? Et pour le moment, j'ai aucun collègue, jamais personne, enfin, ou alors on m'a pas tout dit, hein, jamais, mais si quelqu'un trouve quelque chose comme ça, bon, ben il va le dire tout de suite, il va le publier, parce qu'on nous force à publier, hein, Jack vous l'a expliqué. Hein. Ça serait une super publication. J'ai une mesure qui montre, c'est un papier extraordinaire, vous avez 10 prix Nobel avec ça. Donc je vois mal comment un scientifique pourrait ne pas publier ce genre de truc. D'accord ? Et pour le moment, il n'y a jamais une publication qui a publié des choses comme ça. Alors, on a même un organisme. Alors, oui, on a observé, potentiellement, on pourrait en avoir. Hein. Depuis une dizaine d'années, on va dire, on a même mis des satellites en orbite. Chaque point, là, c'est une exoplanète. D'accord ? Et là, c'est le catalogue que j'ai fait en juillet 2025. Hein. Il est disponible en ligne. Hein. Vous allez le Open Exoplanet Catalogue. Vous avez ici chaque point, c'est une exoplanète avec le demi-grand axe qui correspond au rayon de son orbite, si vous voulez, autour de son étoile. Et ça, c'est sa masse. D'accord ? Donc la Terre est là. Donc il y a des planètes qui sont moins massives que la Terre, qui sont un petit peu plus proches que le Soleil. Alors, cette courbe, il faut la regarder un peu avec attention, parce qu'il y a des biais observationnels. C'est très, très difficile de voir des planètes qui sont à la fois loin de leurs étoiles et qui ont la masse de la Terre. C'est pour ça qu'il en manque ici. Ce qui est le plus facile à voir, c'est des planètes qui sont très grosses, d'accord, et plutôt proches. Pourquoi ? Parce qu'elles sont plus éclairées, où il se passe plus de trucs. L'occultation, quand ça passe devant l'étoile, on le voit mieux, etc. Donc ça, c'est la région, c'était les exoplanètes faciles, d'accord ? Mais vous voyez qu'il y en a un paquet, d'accord ? Et puis, si on continue, on va en trouver encore plein. En fait, ça veut dire que pratiquement autour de chaque étoile, il y a des exoplanètes. Alors comment ça se fait, avec toutes ces exoplanètes, qu'il n'y en ait pas une, par exemple celle-là, là, avec des gens dessus, et pourquoi ils ne sont pas venus nous voir ? Alors, s'ils sont venus nous voir, on a un organisme en France, hein, mais il y en a un peu partout dans le monde, qui s'appelle le GEPAN, qui est chargé de recevoir ce genre d'informations. Si vous voyez un truc bizarre dans le ciel, et que vous pensez que c'est un ovni ou un truc comme ça, vous allez les voir, ils vont vous écouter. Ils ne vont pas vous traiter de cinglés. Ils vont peut-être vous faire souffler dans un ballon, mais pour savoir... Parce qu'en fait, ils traitent tous les cas. Hein, vous voyez ? Donc il y a des trucs qui sont 27%, c'est les cas A, c'est des trucs qui sont phénomènes, vous allez les voir, et ils vous disent « Ah ben ça, c'est ça ». Ensuite, il y a des trucs qui sont probablement identifiés. Et ensuite, il y a des trucs qui sont non identifiés, mais c'est parce qu'on manque de données. Et puis, il y a 3,2% des cas qui ont été présentés au GEPAN qui phénomènes non identifiés après enquête. Alors, on peut regarder un petit peu comment ça se répartit. Hein. Alors, non identifiés après enquête de consistance moyenne, hein, donc c'est 0,99% des cas, disons 1%. Et de consistance forte, c'est-à-dire ça veut dire qu'ils ont des doutes sur le phénomène, ils ne savent pas ce que c'est, mais ils pensent que ce n'est pas un truc... Et par contre, non identifiés de consistance forte, où là ils ont vraiment été espantés par ce qu'on leur a apporté, ben là c'est 0%. Alors ça dépend des régions, hein. Vous voyez que par exemple, on voit plutôt des ovnis en Île-de-France ou en Rhône-Alpes, mais par contre en Corse, ils ne sont pas fous, hein, les aliens. Ils ne vont pas là-bas. Hein. D'accord ? Alors, il y a un biais, hein, je ne sais pas pourquoi, pourtant en Corse le ciel est beau, il fait beau tout le temps, et les mecs ils sont dehors, ils n'aiment pas trop le pastis, c'est plutôt le casanis. Ils en voient très peu, je ne sais pas pourquoi. Et là c'est la France, je crois que c'est Dom-Tom, d'accord ? Il y en a un cas. Alors qu'en Île-de-France, hein, où le ciel est complètement pourri, il pleut tout le temps, là on en voit plein. D'accord ? Et donc vous voyez, alors on a même aussi le phénomène qui a été associé à la découverte. Vous voyez ? Donc dans 17% des cas, c'est des ballons atmosphériques. On dit, ouais, j'ai vu un truc là, les mecs ils regardent tous les ballons, etc. Ils s'aperçoivent que là il y avait un ballon. Il y a des phénomènes avec des avions, il y a des insectes, des oiseaux, des phénomènes météo, des drones, des animations lumineuses, des satellites. Les mecs, ils bossent, hein. C'est
pas des... Et à chaque fois, ils arrivent plus ou moins. Donc dans 0% des cas, ils n'ont vraiment pas su expliquer ce qui se passe. Je ne dis pas que... Voilà, vous allez sur le site du GEPAN, vous leur posez des questions, ils vous répondent. Ben, c'est leur boulot. Hein. Et donc si vous voyez quelque chose, vous leur faites passer un petit coup de fil et ils vont étudier votre truc. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre là-dessus? Donc en fait, on n'en a jamais observé. Mais est-ce qu'on peut s'arrêter là? Ben non. On a classifié les civilisations. On a fait un effort de savoir ce qu'ils étaient capables de faire. On peut maintenant essayer de voir, de les compter. Alors combien il y en aurait? Alors ça, je finis par ça parce que ça, c'est juste pour finir. Hein. C'est l'équation de Drake. Alors l'équation de Drake, elle vous donne un nombre ici, qui est le nombre probable de civilisations dans notre galaxie avec qui nous pourrions entrer en contact. Et donc le mec, il s'est emmerdé à essayer de décomposer ce nombre en fonction de facteurs. Alors, il écrit que ça dépend du taux annuel de formation d'étoiles dans notre galaxie. Alors ça, si vous êtes au fil nouvelle lumière, vous savez que c'est 2. Il y a 2 nouvelles étoiles dans notre galaxie, chaque année. Ensuite, la fraction d'étoiles qui possède un système d'exoplanètes. L'espérance du nombre de planètes potentiellement propices à la vie. Parce que si vous n'avez pas... Si la planète, elle fait 3000 degrés de surface et qu'elle est petite comme Clermont-Ferrand, hein, c'est pas possible qu'il y ait la vie là-dessus. Enfin, c'est pas possible. C'est pas ce à quoi on s'attend, même si on ne sait pas très bien ce que c'est que la vie. Donc on met un facteur qui dépend de ça. La part de ces planètes où ça apparaît effectivement, ça commence à devenir bizarre. Ensuite, qu'est-ce que c'est qu'une vie intelligente? Bon, ils ont quantifié ça. Ensuite, la part de ces planètes qui sont désireuses de communiquer avec nous. Parce qu'il y en a, ils ont vu qu'il y avait Trump, ils ont dit, oh là là, on va oublier. Et puis ensuite, la durée de vie moyenne, hein, parce que là, vous avez des trucs par an. Donc là, il faut multiplier par des années. Donc là, les années, c'est la durée de vie moyenne d'une civilisation. C'est ce qu'on appelle l'équation de Drake, qui est très débattue chez les ufologues, d'accord, qui est beaucoup moins débattue chez les scientifiques, mais au moins ça permet de poser le problème et d'essayer de le décomposer en divers facteurs, même si tout ceci est très discutable. Alors quand vous mettez des chiffres, hein, il y en a certains, on peut raisonnablement les évaluer, mais d'autres, par exemple, comment évaluer celui-là, la FI, la part des planètes dans laquelle la vie intelligente apparaît, ça varie entre 10-9 et 1, facteur 1 milliard. Donc du coup... Et alors quand on prend... il y a des publications là-dessus, hein, et comme on nous oblige à publier, ben, si on ne sait pas quoi publier, on va faire un petit article sur l'équation de Drake. Comme ça, on aura un article facile. Dans un journal chinois, et ça va passer crème. Donc en fait, n peut varier de 0 à plusieurs millions, donc on n'est pas beaucoup plus avancé. 0, ça veut dire qu'il n'y en a pas, et plusieurs millions, ça veut dire qu'est-ce qu'ils foutent. Et enfin, le paradoxe de Fermi, et je vais terminer là-dessus. Donc pourquoi n'avons-nous pas été contactés? Parce que potentiellement, il y en a un peu partout. La physique permet de faire des voyages. Si c'est des mecs balèzes, ils vont les faire, etc., etc. Alors, première réponse, ils sont ici, mais on ne les voit pas. Trump, c'est un alien. Je ne vois pas d'autre explication. Et puis on ne le sait pas. Et il est venu pour foutre la merde. D'accord? Ou alors ils ne sont pas là. Hein, c'est binaire, hein, c'est des maths. Hein. Soit c'est comme ça, soit c'est comme ça. Donc, soit ils sont ici, mais on ne les voit pas, soit ils ne sont pas là. Alors pourquoi ils ne sont pas là? Ben, c'est parce qu'ils sont ailleurs. Ou alors ils n'existent pas. D'accord? Alors, pourquoi ils sont ailleurs? Ben parce que les voyages interstellaires sont difficiles. Hein. Ça met il y a des enjeux énergétiques. Il faut résister à tout un tas d'effondrements, de guerres thermonucléaires, etc. Et penser qu'on peut utiliser l'énergie nucléaire pour se propulser, etc. Il ne faut pas qu'il y ait Trump qui apparaisse au milieu. Bon, c'est compliqué. Et puis il y a des enjeux temporels. Hein. Vous êtes capable de faire ça. Vous n'êtes peut-être pas prêt à abandonner votre civilisation parce que vous savez que vous allez avoir un décalage temporel de plusieurs centaines de milliers d'années. Il y a aussi des hypothèses, ils sont ailleurs, on ne les voit pas, c'est l'hypothèse du zoo, ça s'appelle comme ça. Quand vous voulez observer des animaux, par exemple, la bonne idée, c'est de vous camoufler et d'aller dans la forêt et de ne pas bouger, de ne pas vous mettre dans le sens du vent, parce que si les animaux ils vous voient, ils vont partir. Donc en fait, vous observez les animaux, mais les animaux ne savent pas que vous les observez.
Donc peut-être qu'ils font ça. Parce qu'ils se disent, ils sont tellement cons, ceux-là, si on va les voir, ils vont essayer de nous envoyer en premier les militaires, et puis nous, bon, on va se défendre, quoi. Donc, une civilisation de niveau Kardashev 1 ou 2 qui vient nous voir, enfin 2 disons, qui vient nous voir, il ne faut pas leur envoyer l'armée, hein. Il faut leur envoyer des philosophes, des poètes, ou des gens. Il faut leur demander, mais comment vous avez fait, les gars? C'est super, c'est génial, merci. Mais il ne faut pas leur envoyer l'armée en leur disant, vos papiers, d'accord? Sinon, on est mort, il ne faut pas les énerver, quoi. Des mecs qui sont capables de faire ça, il ne faut pas les énerver. Et donc, ils se disent ça, et c'est pour ça qu'ils ne viennent pas nous voir. C'est une solution qui n'est pas débile, hein, d'accord? Et puis aussi, donc ils n'ont pas eu le temps d'arriver parce qu'il faut se reproduire, etc., etc. C'est une galaxie, c'est grand, et il faut y aller petit à petit. Donc c'est une question de temps. Et puis, bien sûr, comme je l'ai dit, une civilisation, la puissance nécessaire une fois acquise pour faire ce genre de choses, eh bien, souvent, en tout cas en ce qui nous concerne, on est plutôt en train d'essayer de s'auto-détruire plutôt que d'utiliser tout ça pour faire des choses intelligentes, si tant est qu'il y en ait à faire avec autant d'énergie. Et donc tout ça, c'est des discussions qu'on appelle de façon générale le paradoxe de Fermi. C'est très documenté par des sociologues, des scientifiques, il y a plein de gens qui s'intéressent à ce truc. Il ne faut pas y passer trop de temps, mais il y a des gens qui proposent des idées, il y a des publications qui sont intéressantes dans ce genre de domaine, soit autour de l'équation de Drake, soit autour du paradoxe de Fermi. Je vous invite à aller les voir. Et puis de toute façon, on ne fera pas le poids, comme je vous l'ai dit. Si vous avez des gens qui débarquent un jour comme ça, et puis qui viennent vous voir et tout, il faut leur dire bonjour les gars, vous montrez les mains, vous montrez les pieds, vous habillez en blanc, et il faut supposer qu'ils aiment le blanc, et il faut être gentil, il faut leur apporter des fruits, enfin je sais pas, il faut tenter de communiquer. Si communiquer, ça a un sens avec eux. Et puis sinon, si on envoie l'armée, il faut former des Jedi. Merci pour votre attention. Voilà, je suis désolé. Vous avez dit peut-être que vous attendiez à avoir des aliens ou je sais pas quoi. Donc on a parlé un peu de physique. J'ai montré que la physique c'était quand même cool, même si dans l'enseignement c'est pas cool la physique parce que des fois on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi ils nous font faire tout ça? En fait non, la physique c'est cool et ça permet de poser des problèmes et d'essayer de les résoudre dans un contexte sympathique. Est-ce que vous avez des questions? C'était trop bien la courbe avec la courbe de Kelling. Oui. Est-ce qu'on peut la voir? Parce qu'avec le son et tout, est-ce que ça peut... Vous remet la courbe de Kelling, ça ne vous a pas plombé le moral? Parce que c'est excellent. Vous l'avez dit. Mais c'est pas excellent, c'est oui, mais vous l'avez dit, il faut le montrer à tout le monde. Donc comment est-ce qu'on peut le... Alors, vous tapez courbe de Kelling, K-E-E-L-I-N-G sur n'importe quel moteur de recherche, ou alors vous allez sur le site de la NOAA, parce que Trump l'a pas fermé, et il y a toujours cette courbe. Moi, j'ai simplement j'ai rajouté la musique dessus. La musique, très bonne. Voilà. Merci. Ça vaut plus que plein de discours, cette courbe. Alors, ce n'est pas un avis négatif, surtout. Comment? Mais vous avez des sketchs qui me rappellent Coluche. Je le prends comme un compliment. Quel serait le rôle du champ magnétique dans l'apparence de la vie? L'apparition de la vie. Alors, est-ce que le champ magnétique terrestre a une influence sur l'apparition de la vie? Peut-être qu'il y a certaines bactéries qui utilisent le champ magnétique pour s'orienter, se nourrir et tout ça. J'ai vu des magnétobactéries, des choses comme ça, mais j'ai pas l'impression que le champ magnétique terrestre soit vraiment... Alors, par contre, l'existence d'un champ magnétique autour de la Terre, ça montre que la Terre est suffisamment grosse pour maintenir ce champ magnétique, et donc elle est donc aussi suffisamment grosse pour maintenir son atmosphère et des choses comme ça. Donc en fait, si une planète a un champ magnétique, il est vraisemblable qu'elle a aussi une atmosphère,
Et donc, c'est plutôt propice au développement de la vie dans les conditions où on a imaginé qu'elle s'est développée pour nous. Donc, ce n'est pas le champ magnétique, mais c'est plutôt l'existence du champ magnétique qui va permettre, qui a à peu près les mêmes conditions. Il n'y a plus de champ magnétique sur Mars ou sur la Lune, parce que c'est des choses qui sont trop petites pour avoir conservé un noyau liquide, etc., etc. Donc, s'il y a un champ magnétique, c'est plutôt un bon signe. Parmi toutes les planètes, si on doit choisir, et si on est capable de le mesurer aussi, ce qui paraît compliqué à cette distance, c'est pas idiot de détecter les planètes à les visiter en premier. Celles qui ont un champ magnétique, c'est c'est pas mal. Oui. Oui. C'est pour ça que c'est pas une garantie. Voilà. Oui. Je vous remercie pour votre conférence tout d'abord. Et j'avais une question. Vous avez parlé d'un essai sur la difficulté pour les civilisations autour d'étoiles binaires à se développer, simplement par la difficulté à simplement comprendre le mouvement des planètes. Oui. Et est-ce que ce serait possible d'avoir le nom de l'auteur une seconde fois? Parce que je n'avais pas très bien entendu. Merci. Alors, je peux vous montrer des simulations de trajectoires de planètes autour d'étoiles doubles. Ça, c'est très facile. J'ai des programmes Python qui font ça. Je peux te le montrer après, si tu veux. On peut même varier les paramètres, on peut varier la masse et tout ça, et on voit qu'à chaque fois, la trajectoire d'une planète dans un système binaire, c'est vraiment le gros bordel, quoi. Et donc, si toi, tu habites sur une planète comme ça, ce qui se passe dans le ciel, c'est le why complet, quoi. Et donc, si tu essayes de comprendre ce qui se passe, c'est très compliqué. Et donc, en général, tu renonces. Et celui qui a fait ce genre de remarques, c'est Victor Beletsky, dans un livre qui s'appelle « Essai sur le mouvement des corps cosmiques », qui est publié aux éditions MIR et qui est absolument introuvable. Moi, je l'ai, c'est Roland Lehoucq qui me l'a offert, mais il est sur mon site web en caché en le PDF. Donc, si tu m'écris, je peux te l'envoyer. Voilà, c'est un livre extraordinaire. Il y a 9 essais, et chacun de ces essais, c'est absolument incroyable. C'est quelqu'un qui était un amoureux de la gravitation classique, et il a proposé des trucs incroyables en 9 essais. Voilà, c'est un chef de la gravitation classique qui a travaillé dans les années 60-70 en Union soviétique, à un moment où les mecs là-bas, ils faisaient des trucs. Voilà. Donc, Victor Beletsky, essai sur le mouvement des corps cosmiques, mais on ne le trouve plus dans le commerce. Mais je peux l'envoyer à ceux qui veulent en PDF. Comment ? J'aime pas votre organe. Oui. Absolument. Je reviens un instant sur le champ magnétique. Il nous protège aussi des rayonnements. Tout à fait. J'avais oublié ça. Qui tueraient J'avais la oublié. vie. Oui, si vous n'avez pas de champ magnétique, vous allez vous prendre le vent solaire le vent stellaire de votre étoile et vous allez avoir beaucoup plus de mal. Mais après, il y a des formes de vie qui se développent dans des conditions complètement démentielles. Et donc, c'est plutôt les formes de vie comme nous qui sont... Bon, après, si on se prend des rayons gamma en permanence, ça va être difficile de faire quelque chose, quoi. Assembler des molécules les unes aux autres pour fabriquer des structures complexes quand on se prend des rayons gamma en permanence, c'est compliqué. Oui. Bonsoir, merci également pour cette conférence. Ma question, ça serait, là depuis quelques années, on est capable de confirmer que certains objets traversent le système solaire en venant d'autres étoiles, oui. Au moins des étoiles proches, on peut imaginer, voire peut-être de plus loin. Est-ce qu'on aurait moyen déjà d'apprendre des choses sur des systèmes autres que le système solaire par l'étude de ces objets? Et est-ce que, il me semble qu'il y avait un projet de sonde qui avait été évoqué, est-ce qu'on en a des nouvelles ou est-ce que c'est passé à la trappe? Alors, c'est moi, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Oui. C'est des choses qu'on s'attendait à ce qu'il y en ait. Je crois que ça fait très longtemps qu'on avait imaginé qu'il devrait y en avoir, et on était presque même inquiet. Alors, il évoque le fait, dans le système solaire, vous avez des objets qui sont liés au système solaire, ça s'appelle des comètes, des astéroïdes, des trucs comme ça, des planètes. C'est lié au Soleil. Donc, c'est le résultat de la formation du Soleil. On est des déchets du Soleil, nous, d'accord ? Et vous avez aussi
la possibilité, quand vous avez ces objets, hein, quand ils sont loin, ou quand ils se prennent une collision avec autre chose, ou pour tout un tas de raisons, ils peuvent être éjectés du système solaire. Et à ce moment-là, ils se propagent en ligne droite. Ils sont sur une orbite ouverte, donc une ellipse ou une parabole, ou une hyperbole, et ils vont tout droit. Et donc, s'il y en a un qui a été éjecté du système de Vega, je ne sais pas, et qu'il est parti en ligne droite il y a quelques milliards d'années, il finit à une vitesse de l'ordre de quelques kilomètres par seconde, puisque c'est la vitesse à laquelle on peut accéder quand on est en orbite autour d'une étoile. La Terre se propage autour du Soleil à 30 km par seconde, donc c'est des vitesses standards pour des planètes. Donc si vous voulez être éjecté du système solaire, ça dépend de l'endroit d'où vous partez. Si vous partez de très près, il faut une vitesse d'éjection qui est grande. Sur la Terre, c'est 11 km par seconde. Vous vous éjectez du système solaire, si vous avez quelques centaines de kilomètres par seconde, vous allez être éjecté. D'accord ? Et donc, vous êtes éjecté du système de Vega, je ne sais pas, et puis si vous allez en direction de la Terre, vous allez traverser le système solaire. D'accord ? Et donc ça, on s'attendait à ce qu'il y en ait, sauf que jusqu'à il y a très peu de temps, on n'avait pas la capacité de les observer. Comme maintenant, il y a plein de gens qui font des observations de petits corps dans le système solaire, à la fois des astronomes professionnels et des astronomes amateurs, on a énormément de gens qui font ça. Et donc, on a fini par tomber sur ce genre de truc. Parce qu'il ne faut pas le louper, hein, c'est un truc qui traverse le système solaire, il ne va pas y rester très longtemps. Quand il est très loin, il est très petit, vous ne le voyez pas, et vous allez le voir quand il va être pas trop loin de la Terre, et qui va occulter une étoile, et comme on regarde de partout, on va en voir passer. Et donc on en a vu passer un, ou moi, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, et puis récemment on en a vu un deuxième. Et donc en fait, si on continue à améliorer les observations, on va en voir à peu près, on va en voir beaucoup. Et il y en a même qui pensent que c'est des vaisseaux spatiaux qui sont en transit, hein, c'est des sortes de taxis de la galaxie. C'est des mecs qui se déplacent. Mais comme ils vont à quelques centaines ou quelques dizaines de kilomètres par seconde, c'est des taxis qui sont un peu lents. Ils ont intérêt d'avoir mis du papier cul et des pattes dans le truc, sinon pour voyager à l'échelle avec cette vitesse, c'est pas très rapide. Donc il y a très peu de chances que ce soit des vaisseaux spatiaux parce qu'ils vont pas assez vite. Et par contre, c'est des trucs qui se sont formés et qui ont été éjectés ou libérés par différents mécanismes, et donc on voit, si on les observe, et comme maintenant on observe tout, on les voit. Enfin, on n'observe pas tout, mais on observe beaucoup de trucs, donc on les voit. Pour le monsieur qui avait peur que s'il n'y avait pas de champ magnétique, on meurt, il y a 36 façons de vivre, il faut de l'énergie, et il y a plein de bactéries qui utilisent de l'hydrogène, du gaz carbonique, et avec ça ils font des réactions qu'on appelle Sabatier-Fischer-Tropsch qui tirent de l'énergie. On a trouvé il y a une vingtaine d'années, dans une mine d'uranium, en Afrique du Sud, à 3000 mètres de fond, des bactéries qui vivaient en pellicule sur les cristaux de pêche blind, donc d'oxyde d'uranium. Le CO2, c'était le CO2 qui traînait par là. Et l'hydrogène, c'était de l'hydrogène qui était obtenu par radiolyse de l'eau. Les rayons gamma issus de l'uranium, puisqu'ils étaient sur de l'oxyde d'uranium, cassaient l'eau. Ça faisait de l'hydrogène, de l'oxygène. L'oxygène partait. Et des bactéries, elles s'appellent Deinococcus radiodurans. Donc, les rayons cosmiques, ça tue les êtres fragiles comme nous, les platanes. Mais ça ne tue absolument pas Deinococcus radiodurans. Et s'il n'y avait pas de radioactivité, elle crèverait de faim, Deinococcus radiodurans. Et voilà. Sinon je n'ai pas dit trop de conneries géologiques. Non. Alors, sinon, de civilisation, il n'y a pas, mais tu prends les dauphins, qui sont vachement intelligents, ils n'ont pas de civilisation. Quand tu vis en moyenne à 100 mètres de profondeur, tu t'en fous des rayons cosmiques qui sont arrêtés par 100 mètres d'eau. Alors quand tu es dauphin, tu as du mal à communiquer, parce que la mer étant conductrice, tu ne peux pas envoyer de signaux électromagnétiques pour communiquer. Donc, mais si on invente des ondes électromagnétiques qui traversent 100 mètres d'eau, pas un problème. Peut-être qu'il y a plein de pieuvres dans les océans. Il y a plein d'animaux intelligents dans l'océan. Hein. Ouais. Les pieuvres, ça c'est ouvrir les bocaux. Donc si vous mettez un bocal avec du cassoulet, la pieuvre, elle l'ouvre, elle le bouffe. Hein. Alors il faut fabriquer du cassoulet sous la mer aussi, c'est plus compliqué. Je vais peut-être conclure avec une question très importante. Oui. Est-ce que vous allez faire un t-shirt de cette image? Parce qu'on la veut tous, je pense. Alors, c'est une photo qui date un peu, parce que j'ai pas trop grossi.
Et j'ai changé un peu de tête, hein, j'ai vieilli quand même un peu. Et puis c'est une version de moi sans papillon et sans gilet. Donc je voulais essayer de la refaire, parce que je me dis je vais la refaire, mais c'est un peu compliqué à faire ça, parce que moi je ne fais pas ça avec de l'IA, hein, je fais ça avec un manche à balai. Ensuite j'enlève le manche à balai, je récupère une photo. Donc j'en referai une avec un nœud papillon, et je serai comme ça avec un nœud papillon et un gilet. Et là, et je ferai un t-shirt et je te l'enverrai. Voilà, merci et bonnes observations. Merci beaucoup. Non, attends.